言葉に惑ういたずらに心乱されそうで繰り返される無情の波に飲まれ未熟した安らぎ求めていた息もできないほど責め立てる現実に真実はいつも凍りついたまま夢の霹靂も夜恋のようにこの身を焦がし空を轟かせてもどかしほど胸に残る愛しい微笑みがどこしえに導く新しい世界へIzumi achevait de placer ses affaires dans la soute du grand monorail. Elle fut parmi les dernières à s'installer à son bord, mais elle put malgré tout avoir une place isolée à côté d'une fenêtre. Le voyage serait court, car le train à sustentation magnétique pouvait atteindre n'importe quelle destination sur Terre en seulement quelques heures, mais autant passer ces quelques heures à bonne distance de Suragi et de sa bande. Elle n'était pas vraiment motivée par une nouvelle altercation avec ces idiots. Tandis qu'elle regardait de manière fugace par la fenêtre, sa vue se porta sur quelque chose qui la surprit. Elle reconnut instantanément la veste rouge et la coupe de cheveux caractéristique de Kyosuke. Ce dernier semblait se diriger vers le quai et portait un baluchon sur son épaule. La jeune fille comprit rapidement que son ami s'apprêtait à prendre le même train qu'elle. Izumi se leva alors de son siège et accourut à la porte du wagon, incapable de savoir pourquoi Kyosuke irait dans le district Epsilon. Elle le chercha des yeux, et quand elle le vit, elle s'apprêta à lui faire signe de la main, mais elle se ravisa quand elle constatera qu'il discutait avec la Major Grey. Les deux semblaient de bonne humeur, et Izumi se convainquit qu'il ne valait mieux pas les déranger. Elle retourna donc à sa place, croisant le professeur Soran qui se dirigeait lui aussi en dehors du train. Tandis qu'elle s'asseyait, elle observa à nouveau le quai, et verra son enseignant rejoindre le duo. Kyosuke semblait à la fois confus et légèrement exaspéré, mais elle le vit remettre un papier à Soran, ce qui sembla mettre la Major Grey de bonne humeur. Cette dernière abandonna alors le jeune homme avec une tape dans le dos et rejoignit le train, suivi de peu par Kyosuke et Soran. La plupart des élèves du wagon réservé furent surpris de le voir monter à bord. Soran posera sa main sur son épaule et d'une voix forte il s'adressera à la classe. Je vous présente Kyosuke Hideka des forces de défense terrestre. Certains d'entre vous le connaissent déjà, et on ne va pas y passer par 4 chemins. Il va suivre le camp d'entraînement à la base Kyle Strasbourg. Inutile de le traiter différemment. Considère-le comme un gardien à part entière. Il y eut une montée de volume dans les bavardages au sein du wagon, et soudain la main de Suragi se lèvera, demandant la parole. Soran l'autorisera à parler d'un hochement de la tête. Monsieur, sauf votre respect, comment un soldat du rang sans mecha pourrait participer au camp? Nous ne sommes pas censés profiter de cette expérience pour utiliser nos machines en situation réelle? La recrue Hideka possède un mecha. Merci pour votre inquiétude sincère, monsieur Morino. Kyosuke écarquilla les yeux de surprise et voulut questionner Soran à ce sujet, mais celui-ci lui intima alors de se trouver une place d'un mouvement sec de la tête, coupant court à la conversation. Kyosuke ne se fit pas prier. Malgré ses questions, il était pressé d'échapper au regard curieux de ses camarades temporaires, et il finira par apercevoir Izumi et la rejoignit sans hésitation, prenant le siège libre à côté d'elle. « Salut Izumi, ça va ? Tu m'as l'air un peu trop décontracté pour quelqu'un qui n'a rien à faire ici. Pourquoi tu es là ? Et pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? Je suis désolé, je t'avoue que je ne l'ai appris que récemment, et j'ai pris ma décision à la dernière minute. Ce matin, en fait. Sauf que ça me dit pas pourquoi tu participes à un camp d'entraînement pour Guardian. Bah, tu sais que je suis des cours particuliers avec Soran. Il a l'air de penser que quelques heures par semaine, c'est pas un rythme suffisant. Je sais pas comment il a convaincu ma responsable, mais en tout cas, il a réussi. Et me voilà. Du coup, si t'es là, j'imagine que tu as réussi à te procurer un mecha ? J'imagine aussi. Comment ça ? Et le Youveness alors ? Je n'ai toujours pas de nouvelles de Benson concernant le Youveness, et Soran ne m'a rien dit à ce sujet, donc ce sera la surprise quand les caissons de transport arriveront à la base. Izumi partagera son expression entre la surprise et l'incrédulité, mais les deux camarades passèrent rapidement outre leurs interrogations, et profitèrent tranquillement du voyage en discutant de choses et d'autres.
Pour une fois, il n'y eut pas d'autre incident, ni aucune tension entre les deux amis, et le trajet se déroula de manière relativement agréable, même en considérant les quelques questions posées par leurs voisins proches au sujet de Kyosuke. L'arrivée à la base militaire de Cal Strasbourg se fit sans événement majeur, mais Kyosuke fut particulièrement surpris par la pauvreté et l'état déplorable des infrastructures civiles qu'il put apercevoir durant le trajet vers la métropole. Comme tout le monde, il savait que l'ancienne Europe était un foyer nationaliste important, ouvertement hostile à l'hégémonie de la Fédération, et n'ayant courbé l'échine que suite à une guerre douloureuse entre les deux factions. Un conflit historique majeur ayant mis un terme aux guerres de l'énergie, et qui enclenchera le processus qui mènera à l'unification de l'humanité sous une même bannière. Le revers de la médaille était que le district Epsilon alors créé avait été le parent pauvre de toute cette histoire. Sa résistance tacite à l'unité mondiale n'avait pas incité la Fédération à investir dans la restauration de ce territoire, et même si aujourd'hui l'Europe est relativement pacifiée, elle accuse un retard technologique et économique flagrant par rapport aux autres districts. La base qui accueillait les apprentis Guardian présentait à contrario un contraste saisissant avec les bâtiments presque insalubres de la métropole alentour. Propre et bien entretenue, elle ressemblait à un îlot de richesse et de modernité au milieu d'un écrin de crasse et de pauvreté. Après la visite des lieux et la transmission des règles, chacun put déballer ses affaires et profiter des quelques heures de repos accordées afin de se dégourdir les jambes après le long voyage depuis Kyoto. Ils n'eurent pas spécialement d'interdiction de sortie, mais Kyosuke avait clairement perçu dans le discours d'accueil du commandant de la base que cette possibilité était fortement déconseillée, mais que si malgré tout les élèves étaient désireux de faire un tour en ville, ils ne devaient pas le faire seuls, et jamais sans en référer au professeur Soran ou à la Major Grey. Cette dernière, habituellement insouciante et guillerette, semblait par ailleurs éprouver des sentiments conflictuels vis-à-vis de sa présence ici, affichant également une expression de nostalgie douloureuse. Tandis qu'il se promenait dans la base, Kyosuke décida d'aller voir son ancienne nourrice quand il la vit sur un rempart en train d'observer la ville en contrebas. Elle se força clairement à sourire quand il la salua. « Oh, c'est toi mon petit Kyo? Qu'est-ce qui t'amène? Mon corps de rêve te manquait ?»« Ça va? Tu m'as l'air un peu dans la lune. Enfin, plus que d'habitude, je veux dire. »« On ne peut rien te cacher, hein. T'inquiète pas, c'est juste quelques souvenirs d'enfance qui remontent, ça va passer. »« C'est vrai que t'es une Epsilon à la base. T'es sûr que ça va aller? T'as vraiment pas l'air heureuse d'être là. » C'est étrange, hein. Dire qu'en plus c'était Shiro qui était censé venir à l'origine. Je me demande pourquoi j'ai demandé mon affectation sur cette mission. Si tu veux en parler, tu sais que tu peux toujours venir me voir, hein. Excellen eut un nouveau sourire forcé et bloqua son bras autour de la nuque de Kyosuke d'un mouvement vif, avant de frictionner le haut de son crâne avec son poing fermé. C'était quoi ça? C'est moi qui ai le rôle de la grande sœur normalement, chacun sa place. Mais c'est gentil, j'apprécie le geste. Kyosuke voulut rétorquer quelque chose, mais Excellen lui intima le silence en le coupant et en désignant du doigt les lourdes carrières en train d'atterrir dans l'immense cour de la base, débarquant de gigantesques caissons d'acier renforcés. Allez, la pause est finie mon petit Kyo, laisse ta nounou préférée gérer ses affaires et va t'occuper de ton tas de ferraille. Kyosuke tournera son regard vers les manutentionnaires équipés de mechas de chantier qui commençaient déjà à décharger les lourds caissons contenant leurs véhicules de combat. Il en compta un pour chacun des 15 élèves de la classe, mais si on l'incluait dans ce compte, il en manquait un. La majeure partie des Guardians était déjà dans le hangar quand Kyosuke les rejoignit. Soran était en train de superviser les dernières étapes du déchargement, et plusieurs caissons étaient déjà installés dans les emplacements de maintenance adéquats. Kyosuke remarquera que quelques autres mechas étaient déjà installés, et il reconnut celui d'Exellen. Ce dernier dénotait par rapport aux autres de par ses couleurs blanches et bleues pétantes. Le jeune homme s'en désintéressa cependant rapidement pour se diriger vers son professeur. « Monsieur, je n'ai compté que 15 caissons lors du débarquement. Je pense qu'il y a un problème. » Soran donnera quelques instructions supplémentaires au manutentionnaire qui transportait le dernier mecha guard, puis se tournera vers Kyosuke avec un air sérieux. « Il n'y a aucun problème, ta machine n'a pas été débarquée car elle était déjà là. » Kyosuke afficha une mine surprise, ne cachant pas son incompréhension. « Mais c'est pas le Yuvnes qui m'a été assigné ? Le SIAW-52 Yuvnes a été démantelé et envoyé à la benne, comme imposé par le professeur Kaede Sachiko. » Les yeux de Kyosuke s'écarquillèrent dans une mimique de surprise et de désolation. Son cœur s'arrêta une seconde, mais avant que l'amertume ne le fasse réagir, Soran l'emmènera avec lui d'un pas rapide, ne lui laissant pas le loisir de répondre. Ils arrivèrent au fond du hangar après quelques minutes de marche rapide. Kyosuke y vit un caisson blindé d'apparence usée, et sans un mot, Mao Soran s'approchera du panneau de contrôle et pianota quelques commandes. Le sas du caisson chuinta dans un jet de vapeur, et le regard de Kyosuke remplaça progressivement l'inquiétude par un profond sentiment de soulagement.
Devant lui, et malgré quelques modifications structurelles, se tenait la silhouette massive du Yuvnes. Mais vous m'avez dit que le Yuvnes avait été démantelé. Je n'ai pas menti. Je te présente le SIW-52B, Alteisen. Al quoi? Alteisen, c'est un terme de la région, cela signifie tas de ferraille. C'est la Major Grey qui a proposé le nom. Mais c'est clairement le... Officiellement, c'est un original génération artisanale conçu sur les plans initiaux du Yuvnes et assemblé dans cette base en tant que prototype d'assemblage. La supercherie est un peu grossière, mais les papiers sont en règle, et d'après Benson, personne n'ira fouiller en profondeur pour vérifier. Une voix synthétique résonna alors depuis la tête du Mechaguard dont les lentilles s'illuminèrent d'un vert pâle. Je reste toujours extrêmement critique quant à l'appellation tas de ferraille. Soran se massa lentement le front en fermant les yeux, avant de continuer sur un ton un peu plus tendu qu'avant. Oui, y a ça aussi. On a gardé cet input comme tu le voulais. Dans un sens, cela a été encore plus difficile de convaincre Benson de pas la rebooter que de lui faire falsifier des documents. On a aussi apporté quelques modifications et réparations, comme tu peux le voir. Le blindage a été renforcé afin de mieux résister aux chocs frontaux. En contrepartie, ta machine est un peu plus lourde. Il faudra en tenir compte. Et cet énorme bras là? Eh bien, on a évidemment remplacé celui que tu avais détruit, mais Benson y a également installé un prototype de son invention. C'était une des conditions pour qu'il nous aide. Et quel genre de prototype? On dirait une sorte de canon à barillet greffé sur l'avant-bras. On peut dire ça comme ça, son nom de code est RA001. Pour faire simple, c'est un revolver à cartouche antimatière. Benson veut qu'il soit testé sur le terrain, mais pour diverses raisons, il aimerait que cela soit fait discrètement, et en dehors des circuits habituels de l'UCA. Attendez, vous avez dit de l'antimatière? Genre comme le machin qui fait fonctionner les moteurs Warp? Oui, c'est ça. Mais à la base, la réaction matière-antimatière produit surtout une énorme quantité d'énergie. L'idée était d'utiliser cette énergie à petite échelle pour produire un impact de grande puissance. Mais l'antimatière c'est hors de prix, non? Dans des quantités nécessaires pour faire fonctionner un moteur Warp, oui. Mais ici on parle de quelques nanogrammes par cartouche. Cela reste dans l'échelle de budget alloué habituellement à l'entretien des munitions d'un Mechaguard. Mais j'ai de toute façon pas les moyens pour... Ce sera Benson qui fournira les cartouches, et l'Académie assurera l'entretien. De toute manière, dans un premier temps, tes armes seront chargées à blanc, comme pour tes camarades d'ailleurs. Il n'est pas question de laisser des amateurs faire des tests à balles réelles. Au vu des compétences limitées de mon opérateur, j'approuve vivement cette restriction matérielle. Kyusuke jettera un œil au mecha avec un sourire en coin, avant de ramener son attention à Soran. Vous m'aviez dit que tout ça ne serait pas gratuit. J'imagine que tester un prototype ne suffira pas à rembourser ma dette? Évidemment. Mais comme je te l'ai aussi dit, tu sauras bien assez tôt ce que j'attends de toi. Alpha 16, vous déviez de 5 degrés par rapport à votre plan de vol. Veuillez corriger votre trajectoire. Alpha 16 à Centrale, je fais de mon mieux, mais c'est pas évident avec ce blizzard. Aya, est-ce que tu peux recalibrer les stabilisateurs de vol? C'est déjà fait. Puis-je suggérer une recalibration de vos compétences de pilotage? Hey, pourquoi t'es toujours aussi vache avec moi? Je te rappelle que sans moi tu serais déjà à la casse. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous manquer de respect. Je tenais simplement à signifier l'incroyable marge de progression dont vous bénéficiez. Ouais, j'aimerais bien un vrai compliment pour changer. La machine sembla cogiter un instant, puis d'un ton neutre, manquant clairement d'émotion, elle répondit. Vos goûts vestimentaires sont sensiblement supérieurs à la moyenne. C'est pas vraiment ce que j'attendais, mais bon, passons. Alpha 16 à Centrale, l'exercice de manœuvre me semble compromis. Je ne peux pas continuer avec ce temps. Alpha 16, veuillez vous poser et attendre. Cette passe. Centrale, je vous capte mal. Je dois me poser, c'est ça? Combien de temps durera la tempête? Il n'y eut pas de réponse intelligible, et Kyosuke dut se contenter du grésillement de sa radio. Il décida cependant de se poser comme il l'avait compris, et l'Alteisen atterrira lourdement sur une place au milieu de la métropole de Keil-Strasbourg. Le jeune homme placera ses mains derrière sa tête et observera les alentours sur les écrans de sa machine. L'endroit semblait aussi pauvre et mal entretenu que ce qu'il avait vu en arrivant il y a 2 jours. Il l'avait pourtant appris à l'école, comme tout le monde, mais entre les graphiques et la réalité, il y avait un monde de différence. Il trouvait assez surprenant qu'à l'ère de l'unité mondiale, il puisse encore y avoir des lieux aussi défavorisés. Tandis que son esprit vagabondait, Kyosuke fut soudainement tiré de sa réflexion par l'alarme de son Mechaguard, qui lui fit se cogner la tête contre son siège, le forçant à reprendre une posture moins décontractée. Hostile détecté. Je suis actuellement sous le feu de l'ennemi. D'une commande neurale, le pilote activera ses scanners de proximité, mais ne captera aucun signal sur aucune fréquence. Stressé par l'alerte sonore de l'Alteisen, il scrutera ses écrans, passant d'une caméra à l'autre pour chercher la menace. Il s'arrêtera avec un soupir de soulagement et d'agacement quand il comprit l'origine de l'attaque.
À quelques mètres de sa machine, un petit garçon emmitouflé dans une épaisse veste d'apparence miteuse s'évertue à lancer des cailloux sur la coque du robot géant. Intrigué par le comportement véhément de l'enfant, Kyosuke enfila sa propre veste d'hiver et ouvrit le cockpit avant de commencer à descendre. Il entendit alors le petit garçon crier quelques mots dans une langue qu'il ne connaissait pas. Auhab, tu posa rapauk. Quand les pieds du Guardian s'enfoncèrent dans la neige, une nouvelle pierre le manqua de peu, et il vit qu'une femme venait d'attraper l'enfant dans ses bras avant de le tirer à l'intérieur d'une bâtisse, en le sermonnant dans le même langage étrange que précédemment. Le garçon, pour sa part, lui tirait la langue et lui faisait des grimaces vulgaires, tandis qu'il était entraîné à l'abri dans l'immeuble. Mais ce qui perturbera le plus Kyosuke fut l'expression réelle de peur sur le visage de la mère quand elle croisa son regard. Et elle resta sans bouger à fixer le bâtiment miteux, avant que le froid glaçant du vent ne le ramène à la réalité. Il cherchera alors à s'occuper l'esprit avec autre chose. « Aya, t'en es où avec ton EPM ?»« Mes réserves d'hydrogène sont inférieures à 50%. » Ok, et n'importe quelle source d'eau peut faire l'affaire ? L'eau déminéralisée est mon carburant optimal, mais mes systèmes de filtration peuvent s'accommoder d'un niveau de pureté moindre. Donc de la neige fondue, ça irait ? Affirmatif. Kyosuke fut satisfait d'avoir trouvé de quoi s'occuper en attendant la fin du blizzard, mais il se rendit rapidement compte qu'il était contre-productif d'essayer de récolter de la neige à main nue, et il se décida donc à chercher un récipient de taille suffisante pour cette tâche. « Aya, je vais faire un tour, ne fais pas de bêtises et ne parle pas aux inconnus. » Étant donné mes connaissances parcellaires à votre sujet, cela signifie-t-il que je dois également restreindre mes interactions avec vous ? Bah non, on partage nos sens via la connexion neurale de Lightaizen. D'une certaine façon, tu me connais mieux que la plupart de mes amis. Cet argument est recevable. Parfait. Du coup, j'y vais. À plus tard. Kyosuke resserra le col de sa veste autour de sa nuque, puis partit dans une direction aléatoire en quête d'un seau ou d'une bassine. Et il remarquera cependant que les rares personnes du quartier qu'il croisait passaient rapidement leur chemin en l'ignorant, soit s'enfermaient carrément chez eux. Et il comprit rapidement que son uniforme militaire était sans doute la cause de ce comportement craintif à son égard, et cela le mit relativement mal à l'aise. Continuant son exploration, il remarquera non loin de lui une jeune fille qui, d'après sa taille, devait avoir 1 ou 2 ans de moins que lui. Elle était en train de marcher dans la neige, quand soudain elle eut une forte bourrasque de vent, et celle-ci arracha le bonnet de l'inconnu, qui s'envola avant de s'empêtrer dans les branches nues d'un arbre proche. Malgré ses efforts et ses petits bonds, la jeune fille ne semblait pas parvenir à atteindre son bonnet. Concentrée qu'elle était sur ses tentatives infructueuses, elle ne remarqua pas Kyosuke qui arrivait derrière elle, avant que celui-ci ne tende son bras au-dessus de son épaule pour saisir le vêtement de laine et le lui rendre. La fille semblait surprise par l'aide inopinée dont elle venait de bénéficier. Son visage était couvert d'une écharpe et ses yeux par de larges lunettes couvertes de buée. Elle semblait également relativement craintive, et sans un mot elle attrapa son bonnet avant de partir en courant. Elle n'ira cependant pas très loin, car glissant sur une plaque de verglas, elle chutera en arrière, tombant in extremis dans les bras de Kyosuke, dont les réflexes lui avaient permis d'éviter qu'elle ne se blesse en touchant le sol. Malgré l'écharpe et les lunettes de l'inconnu, il remarquera que celle-ci venait de rougir comme une pivoine, puis, toujours sans un mot, elle s'échappa de ses bras pour s'enfuir en courant. Kyosuke se gratta la tête un instant sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer, puis il revint à sa tâche. Il lui fallut encore quelques minutes à fouiller dans les rues avant de tomber sur un vieux seau rouillé gisant dans la neige sur le côté de la route mal entretenue. Il ramassa l'ustensile abandonné, vérifiant sa taille et son étanchéité, avant de se satisfaire de sa trouvaille. Il fit alors demi-tour et se dirigea vers l'Altaizen. À présent qu'il refaisait le chemin en sens inverse, il constatera que plus personne n'arpentait les rues. Ce n'était plus simplement que les gens l'évitaient. Non, cette fois-ci il n'y avait clairement plus personne autour de lui. Le vent saturé de neige grondait tout autour de lui un peu plus fort qu'avant, au point qu'il n'entendait même plus le son de ses propres pas s'enfonçant dans la congère. Le fait de se retrouver ainsi tout seul à marcher au milieu des ruelles fantômes commençait clairement à le mettre mal à l'aise, et son souffle s'accéléra. Il s'arrêta un instant, ressentant une sensation désagréable, comme si quelqu'un l'observait. Il regardera tout autour de lui, méfiant, quand soudain, un vieux chien efflanqué apparut dans une petite ruelle, et le fixera en montrant les crocs dans une posture plus craintive qu'agressive. Soulagé par ce retournement de situation cliché, Kyosuke se tournera vers l'animal et tentera de le rassurer. « Du calme, mon grand, je te veux pas de mal, tu vois bien que j'ai juste un seau, je suis pas dangereux. » L'animal peu à l'aise continuait de gronder lentement, fixant le jeune homme dans les yeux, et sembla un peu moins inquiet l'espace d'un instant. Il montrera alors soudainement les crocs en grognant sans raison, et Kyosuke ressentit une vive douleur dans la nuque, avant de sombrer dans l'inconscience.
Kyosuke ouvrit les yeux en grimaçant de douleur, se frottant la nuque et prenant lentement connaissance de son environnement. Il était allongé sur une couchette sobre et usée, mais pas foncièrement sale, et il constata que sa veste et son pantalon avaient été retirés, avec tout ce qu'ils contenaient, en particulier sa carte d'identification. Il tâta son corps pour vérifier qu'il n'avait aucune blessure, puis frissonna un instant, tandis qu'il constatait que la pièce n'était pas très bien isolée. Le jeune homme saisira alors sa couverture et s'enroulera dedans avant de crier. « Hé, y a quelqu'un? Où je suis ?» Personne ne répondit et Kyosuke ne perdit pas son énergie en tentative supplémentaire, préférant analyser sa situation. En plus de la couchette, il y avait une cuvette sèche prévue pour ses besoins. Il n'y avait pas de fenêtre, et la seule source de lumière était une faible ampoule jaunâtre suspendue au plafond par ses fils électriques. De plus, la température était fraîche, mais pas non plus glaciale, ce qui pouvait signifier qu'il était peut-être en sous-sol. Non loin de sa couchette, une lourde porte d'acier était le seul accès à cette cellule, et celle-ci ne disposait pas de poignée, sans doute du fait d'un verrouillage magnétique. Il constatera également une sorte de chatière au ras du sol, et comprit rapidement son utilité quand il remarquera un plateau sur lequel était posée une cruche d'eau et un plat sommaire qui devait être froid depuis des heures. Il entendit alors son ventre gargouiller et se jettera malgré lui sur la nourriture peu ragoûtante. Ce n'était pourtant pas si mauvais, mais peut-être était-ce simplement la faim qui lui faisait apprécier ce crouton de pain et cette bouillie indéfinissable. Tandis qu'il mangeait, son attention fut attirée par une nouvelle source de lumière, et il vit qu'une meurtrière avait été ouverte sur la porte à hauteur d'œil. Il se relèvera de surprise et se jeta contre la porte avant d'apercevoir une jeune fille de l'autre côté, qui avait reculé en réaction à son mouvement brusque. « Hé, Shiu, vous êtes qui ?» Kyosuke la fixera un instant, puis dans un éclair de lucidité, il reconnut la fille qu'il avait aidée il y a peu. Elle semblait très mal à l'aise, et portait dans ses mains un autre plateau de nourriture, ce qui laissait à penser que le précédent était là depuis un bon moment. Elle posera ce dernier devant la chatière sans un mot, avant de s'enfuir en courant, sans tenir compte des cris de Kyosuke, qui l'implorait de lui expliquer ce qu'il faisait là. Il passera finalement sa main sous la chatière pour saisir le plateau repas, et toujours affamé, il dévorera la nouvelle ration qui s'avéra effectivement bien meilleure chaude. Une fois repu, il alla s'allonger sur sa couchette en fronçant les sourcils et en se posant des dizaines de questions sur sa situation actuelle. Le temps fila sans qu'il ne puisse lui assigner une durée précise, mais il fut tiré de ses pensées par une paire de coups contre la porte métallique et un nouveau venu qui l'interpella. « Hé Zéro, debout, faut qu'on cause !» Intrigué, Kyosuke se lèvera et s'assoira sur la couchette en appuyant ses mains sur ses genoux et en fixant le visage de son interlocuteur à travers la meurtrière. C'était un homme d'une trentaine d'années, au teint basané et à la chevelure épaisse. « C'est bien, t'es réveillé. Vous êtes qui et où je suis ? C'est une question intéressante, mais t'auras pas de réponse avant d'avoir répondu aux miennes. » Kyosuke gardera le silence, continuant de fixer l'inconnu en fronçant les sourcils. Celui-ci soupira comme s'il était déçu de quelque chose. « T'es une énigme, mon gars. Quand j'ai vu ton méca, je me suis dit « Super, un officier de la milice ou un truc du genre. » Mais après avoir vérifié ta carte, j'ai vite déchanté. T'es même pas du district. Du coup, si j'ai aucune valeur, vous pouvez me laisser partir, non ? L'homme lâchera un rire décontracté avant de répondre. Non, désolé mon petit Zéro, c'est pas aussi simple. Mais avant toute chose, t'es qui ? T'es vraiment un simple étudiant ? J'ai du mal à croire qu'un Zéro dans ton genre se balade seul dans le quartier avec un méca aussi peu courant. Kyosuke ne répondit rien et ne quitta pas l'homme des yeux, ce qui provoqua un sourire gêné chez ce dernier. T'es pas très loquace, hein ? Et ton méca, c'est quoi ? On a galéré à le ramener, et même nos meilleurs pirates n'arrivent pas à passer ses sécurités. Le regard de Kyosuke exprima une pointe d'inquiétude à la mention de l'Altaizen, ce que ne manqua pas de remarquer l'inconnu. Ce dernier afficha une mine un peu plus sérieuse et enchaîna. A priori, je peux pas t'utiliser comme moyen de chantage contre l'évêque. Par contre, ta machine peut nous être utile. Tu voudrais pas nous filer les accès ? Et faire en sorte qu'elle arrête d'insulter mes hommes en passant ? C'est qui l'évêque et pourquoi est-ce que je ferais ça ? T'as pas besoin de le savoir. Et pour ton autre question, eh bien, j'ai besoin de ton méca et toi, t'as besoin de manger et de boire. Je pense qu'on peut avoir un arrangement. Kyosuke fermera les yeux en réfléchissant. Il ne savait absolument pas à qui il avait affaire, mais il était certain que ces personnes n'étaient pas des archétypes d'honnêteté. Et il ne pouvait décemment pas abandonner l'Altaizen et Aya à ces criminels. Il s'allongera dans sa couchette sans un mot, plaçant ses mains derrière sa tête et croisant les jambes dans une posture signifiant sa réponse et la fin de la conversation. Il semblerait que t'aies besoin d'y réfléchir encore un peu, alors hésite pas à crier quand t'auras changé d'avis, ou quand t'auras faim.
L'homme fermera la meurtrière et laissa Kyosuke seul avec lui-même. Celui-ci ne parvint pas à dire combien de temps s'écoula ensuite, mais il estima ce dernier à 1 ou 2 jours en se basant sur la progression grandissante de sa sensation de faim et de soif. Sa bouche était pâteuse et il avait depuis longtemps achevé les quelques restes d'eau et de nourriture à sa disposition. Il commença à se demander si ses camarades de la base avaient la moindre idée de sa situation, et il tenta à plusieurs reprises de forcer la porte à coups d'épaule, ou à l'aide de ses plateaux repas, le tout sans succès. Il ne savait pas combien de temps il pourrait tenir ainsi, mais il se motivait en se disant que chaque heure de résistance était autant de temps de gagner pour permettre à ses amis de le retrouver. En vérité, il se doutait que cet espoir était ténu, mais il faisait de son mieux pour se convaincre du contraire, et cela lui donnait la force de tenir la privation. Alors qu'il grognait de soif, cherchant à penser à autre chose, il entendit un bruit discret à l'extérieur de sa cellule, et se lèvera sans un bruit, aux aguets. Il vit alors une petite main poser quelque chose devant la chatière, puis l'inconnu partit en courant sans un mot. Kyosuke se lèvera et verra qu'il s'agissait d'un morceau de pain imbibé d'eau. Ce n'était pas très appétissant, mais il le dévora sans se faire prier, avant de se demander pourquoi ces geôliers avaient soudainement décidé de retourner leur veste. Par la suite, ce cas de figure se reproduisit plusieurs fois. D'abord soulagé de pouvoir un minimum étancher sa soif et sa faim, Kyosuke se mit à être véritablement intrigué par ce comportement incohérent, et décida de tenter de le tirer au clair. Il se postera près de la porte et attendit patiemment son mystérieux bienfaiteur. Quand celui-ci arriva enfin, le captif lui saisira la main avant qu'il ne puisse s'échapper. « Attends, pourquoi tu m'aides? Comment tu t'appelles » La main de l'inconnu était relativement douce, et suite à ses tentatives infructueuses d'échapper à sa prise, Kyosuke constatera qu'il n'était pas non plus très fort. Sans véritablement savoir pourquoi, il relâcha sa prise, et le mystérieux bienfaiteur chutera en arrière, surpris par sa liberté soudaine. Quand il entendit le petit cri de surprise de celui-ci, Kyosuke comprit immédiatement à qui il avait affaire. « Attends, t'es la fille de l'autre fois? Mais pourquoi t'es là et pourquoi tu m'aides ?» « Bon, c'est pas grave, juste... merci. » Il l'entendit se relever et s'enfuir, toujours sans un mot. Kyosuke resta assis à côté de la porte, pensif. Il avait d'abord pensé qu'elle pouvait être muette, mais après l'avoir entendu pousser un cri de surprise, il oublia cette idée. Il cessa dans tous les cas de se poser la question, et attrapera le bout de pain humide avant de le manger lentement. Par la suite, la jeune fille ne revint plus, et Kyosuke se demanda s'il n'aurait pas dû éviter de la brusquer comme il l'avait fait. Le temps passa encore, et cette fois-ci, le prisonnier ne put véritablement plus jauger de la durée de sa captivité. Cela faisait clairement plusieurs jours, peut-être même une semaine, et sa volonté commençait à flancher, tandis que ses besoins primaires se faisaient de plus en plus ressentir. Il y eut soudainement une secousse, faisant tomber un nuage de poussière du plafond, puis une autre encore plus forte qui fit vaciller la lumière de sa cellule. Kyosuke se lèvera, inquiet et intrigué par ce qui venait d'arriver. C'est alors qu'un nouveau tremblement encore plus violent se fit sentir et la lumière se coupa. Mais ce qui attira le plus l'attention du jeune homme fut le déclic caractéristique au niveau de la porte de sa cellule. Sans même se préoccuper du pourquoi du comment, il foncera vers elle pour confirmer ce qu'il pensait avoir deviné. Et il esquissa un sourire de satisfaction quand il constatera que la porte d'acier était entr'ouverte. Mais la pression refit rapidement surface quand il entendit des cris et des coups de feu dans les étages supérieurs. Kyosuke courait dans les couloirs sombres, se dirigeant au son des combats en amont. Par chance, ses vêtements avaient été posés à proximité de sa cellule, mais bien évidemment, son portable et ses autres affaires étaient manquantes. Il ignorait par ailleurs où il allait, et il eut plusieurs fois l'impression de tourner en rond dans ce qui apparemment était un vieux manoir réaménagé en quartier général. Le jeune homme faisait de son mieux pour rester discret, mais fort était de constater qu'il n'y avait personne pour véritablement l'empêcher de circuler, et quand enfin il atteignit le rez-de-chaussée, il comprit pourquoi. Prudemment adossé au mur couvert d'une tapisserie décolorée, Kyosuke jettera un œil à l'extérieur pour constater que les combats faisaient rage dans la cour du manoir. Mais contrairement à ce qu'il avait espéré, il ne semblait pas s'agir de la Fédération. En réalité, il ne parvenait pas à faire la différence entre les deux camps qui s'affrontaient et échanger des rafales de tir entre deux mises à couvert. Il n'était pas en sécurité, et pour une raison qu'il ignorait, il sentait que ces nouveaux venus n'étaient pas spécialement là pour lui venir en secours. Le fuyard entendit alors une voix qu'il reconnut, criant par-dessus le vacarme des armes. « Où en est le PM de la base? Il a été détruit, on ne peut rien faire, tous les accès sont ouverts !» Kyosuke se rapprochera en furetant dans les couloirs et observera à nouveau discrètement la scène par la fenêtre,
Voyant l'homme basané lâcher une rafale de tir vers ses ennemis, abattant l'un d'eux ayant eu la mauvaise idée de sortir de son abri à ce moment-là. « James, faut qu'on se replie, cette position est plus tenable. On a un couloir de retraite pour eux. J'en sais rien, ils débarquent de partout, tout le monde est dispersé au point clé et Mathias est allé les chercher. Foutu milice, ils ont dû remarquer le transport de ce méca de merde, tout est de ma faute. » Il y eut une nouvelle volée de tirs et les balles perdues frappèrent la fenêtre par laquelle Kyosuke espionnait la conversation. Il décida que mieux valait qu'il se concentre sur sa fuite, et baissant la tête, il se remit à courir, cherchant une voie d'accès loin des combats. Tandis qu'il avançait de couvert en couvert, ce qui devait arriver arriva, et soudain il se retrouva face à face avec quelqu'un. L'homme portait un fusil d'assaut et semblait aussi surpris que Kyosuke par cette rencontre impromptue. Il leva son arme, mais ce fut sans compter sur les réflexes de l'adolescent qui attrapa le canon pour le dévier, juste à temps pour lui permettre de balayer son adversaire d'un puissant jeu de jambes, avant de le désarmer et de le braquer avec sa propre arme. L'homme au sol levait les mains en l'air, clairement apeuré, et Kyosuke constatera qu'il ne devait pas être beaucoup plus vieux que lui. Mais ce qui attira le plus son attention fut le groupe d'enfants derrière lui, figés de terreur, et qui le regardaient tenir en joue son adversaire. Parmi les enfants, il reconnut la jeune fille qui lui avait apporté du pain pendant sa captivité. Sans détourner son arme du visage de son otage, Kyosuke se tournera alors vers elle, ne sachant plus vraiment comment réagir. « Il se passe quoi ici? C'est quoi tous ces gamins ?» La fille agrippa l'un des enfants apeurés et le serra dans ses bras lorsque l'injonction de Kyosuke manqua de le faire fondre en larmes. Ce fut l'homme à ses pieds qui lui répondit. « Ne leur fais pas de mal par pitié, laisse-les partir !» Kyosuke renforça sa mise en joue vers son prisonnier, faisant mine de vouloir ouvrir le feu, mais son visage affichait clairement son incompréhension et il enchaîna. « Réponds, pourquoi il y a des gamins dans cette base de pirates ?» L'homme se crispa quand Kyosuke le braqua, mais commença à comprendre que ce dernier ne faisait pas partie de ceux qui les attaquaient. Il reprit son souffle avec difficulté avant de répondre. « On n'est pas des pirates, ce sont des sujets de test de l'école, on les a sortis de là et la milice est après eux. »« Quelle milice? De quoi tu parles ?»« Les troupes de l'évêque de Strasbourg, bien sûr. Mais t'es qui et tu sors d'où ?» Kyosuke releva son arme et dégagea son pied de son interlocuteur, lui laissant suffisamment d'espace pour se relever, mais gardant toujours le doigt sur la gâchette, prêt à réagir. L'Epsilon se relèvera, circonspect, et se mit instinctivement entre les enfants et Kyosuke. À présent, dans une situation plus calme, il observera un instant les vêtements de Kyosuke avant de cracher ce qui ressemblait fortement à une sorte de juron dans le dialecte local. « T'es le zéro que James a ramené l'autre jour. » Il y eut un bruit d'explosion et le bâtiment tout entier trembla, avant que le groupe n'entende des cris suivis du bruit des combats qui s'intensifia encore. L'Epsilon froncera les sourcils en plaçant sa main sur l'épaule de la jeune fille à côté de lui. « S'il te plaît, aide-nous. »« Et comment tu veux que je vous aide ?»« James a ramené un mecha, il est dans le hangar. C'est le tien, non ?» Kyosuke comprit clairement où voulait en venir son interlocuteur et grimaça, peu motivé à l'idée de venir en aide à ses ravisseurs, mais son regard se portera sur la jeune fille et les enfants et il soupira. « Comment tu t'appelles ?»« Mathias. »« Bien, Mathias. Conduis-moi à l'Altaisen. » L'homme acquiesça d'un hochement de la tête, puis entraîna le groupe à travers les couloirs. Fort heureusement, ils ne croisèrent pas d'ennemis, ces derniers étant maintenus en respect par le reste des hommes de la base. Mais plus ils avançaient, et plus les sons des combats se faisaient intenses. Il ne fallut fort heureusement pas longtemps à la petite troupe pour atteindre sa destination. L'endroit était plus petit que ce que Kyosuke avait attendu à la mention du mot hangar, et ce qu'il avait devant lui s'apparentait plus à une sorte de gros garage. Mais il ne s'en préoccupa pas outre mesure, car dès qu'il vit la masse énorme de l'Altaisen remplissant tout cet espace, il accourut à son contact. « Aya, c'est moi! Ouvre !»« Je vous ai déjà indiqué que vos médiocres tentatives ne... »« Oh, c'est vous! Je suis positivement surprise de vous voir ici. »« Moi aussi! Vite! Ouvre! C'est urgent !»« Veuillez excuser mon appréhension, j'ai un mauvais souvenir de la dernière activation en urgence. » Mais malgré son apparente réticence, Aya ouvrit rapidement le cockpit de l'Altaisen et Kyosuke grimpa à son bord avant de se tourner vers Mathias et les enfants. En équilibre sur le bord de sa nacelle de pilotage, il hésita un instant, puis lancera le fusil au jeune homme en contrebas. Celui-ci le rattrapera et pointera instantanément le canon vers le Guardian dans une mine indécise. Kyosuke le regardera calmement dans les yeux avant d'ouvrir la bouche. « Je vais vous aider. » Sans attendre de réponse, il s'engouffrera dans le cockpit de l'Altaisen dont Aya avait déjà commencé à activer les générateurs. D'un mouvement sec de son bras mécanique, la machine arrachera les câbles auxquels elle était branchée, puis se tournera vers la large porte du hangar. Il semblerait qu'aucune source d'énergie n'alimente ce portail.
James poussera un grognement de douleur quand une balle traversera son épaule de part en part, tombant au sol et se tenant le bras, tandis que ses hommes continuaient de maintenir en respect la milice, malgré les lourdes pertes déjà sur l'ardoise. « On pourra plus tenir longtemps, chef !»« On a fait ce qu'on a pu. Il n'y a plus qu'à espérer que Mathias ait réussi à mettre les gosses en sécurité. » Il y eut soudain une explosion assourdissante et un pan entier du bâtiment s'écroula dans la cour, soulevant un épais nuage de poussière et de débris. L'événement provoqua un cessez-le-feu instantané entre les deux camps et tous braquèrent leurs armes vers le mur éventré. Tandis que la poussière se dissipait, la silhouette rouge de l'Altaïsen se dessina au milieu des décombres, surplombant le champ de bataille de toute son imposante stature. J'ignore ce que vous comptez faire, mais il me semble pertinent de vous rappeler que vos armes sont chargées de munitions non létales. Je sais, mais eux n'en savent rien. Ouvre un canal vocal vers l'extérieur. L'Altaïsen se déplacera lentement pour faire face aux assaillants de la milice, toujours hébété par l'apparition d'un mecha au milieu de l'escarmouche. La voix de Kyosuke résonnera alors dans la cour du manoir. Déposez vos armes et cessez l'engagement, ou je me verrai contraint d'ouvrir le feu. Il y eut un moment de latence, tandis que les miliciens prenaient pleinement conscience du camp dans lequel se trouvait l'imposante machine. Ce moment de latence durera par ailleurs un peu trop longtemps au goût de Kyosuke, qui lèvera son canon d'avant-bras vers eux afin d'accentuer son bluff. Les hommes lâchèrent immédiatement leurs armes et battirent en retraite sans demander leur reste, tandis que le guardian lâchait un soupir de soulagement. À ses pieds, ses anciens ravisseurs étaient également sous le choc, en particulier James, qui se redressa en tenant son épaule blessée et en fixant le cockpit de l'Altaïsen. Kyosuke était partagé entre plusieurs sentiments. D'un côté, il ne savait que penser de ces personnes qu'il avait séquestrées et torturées, mais de l'autre, il sentait qu'il agissait pour une bonne cause en les aidant, d'une manière ou d'une autre. L'Altaïsen se tournera vers le groupe de personnes en contrebas, et l'adolescent s'apprêta à engager la conversation, quand soudain une explosion assourdissante, projetant le mecha au sol dans un soulèvement de gravats et de poussière. Les alertes d'impact retentissaient dans les oreilles de l'apprenti guardian, tandis qu'il tentait de retrouver ses esprits. Il concentrera son regard sur les écrans de son poste de contrôle et constatera que le cessez-le-feu n'avait été qu'une retraite stratégique. La milice était de retour et cette fois-ci avec bien plus de répondants que de simples fusils d'assaut. Un mecha guard lui faisait face et le lance-missile de son épaule était encore fumant tandis qu'il levait son fusil dans la direction de l'Altaïsen. Ce dernier se releva aussi vite que possible tandis que son adversaire ouvrait le feu, arrosant le blindage du mecha d'une pluie de projectiles explosifs. Kyosuke grimaça tandis qu'il croisait les lourds bras de l'Altaïsen devant lui pour encaisser les tirs, cherchant un moyen de contre-attaquer. Par chance, celui-ci résista aux impacts sans véritablement broncher. L'amélioration des protections annoncée par Sora n'avait pas été des paroles en l'air. Aya, est-ce que tu te rappelles de la manœuvre de la dernière fois ? S'il s'agit d'induire une réitération, je suis contre cette proposition. Allez, fais pas ta mauvaise tête, l'Altaïsen est bien plus solide que le Yuvnes. C'est un fait indiscutable. L'imposant mecha rouge se mettra alors en marche, activant ses réacteurs afin d'accélérer sa charge vers son adversaire. Ce dernier, malheureusement, ne se laissa pas avoir par la manœuvre, et contrairement au drone guard de l'époque, celui-ci activa ses propres réacteurs et fit un bond de côté pour éviter l'impact, se retrouvant sur le flanc de l'Altaïsen. Une longue lame parcourue d'éclairs jaillira alors de l'un de ses avant-bras et frappera vers le cockpit d'un coup d'estoc, que Kyosuke parviendra à dévier d'un mouvement de bras réflexe au dernier instant. Le mecha de l'Européen frappa à nouveau, enchaînant les coups de taille et d'estoc, paré à chaque fois in extremis par le lourd bras de l'Altaïsen qui ne parvenait pas à reprendre l'initiative. Son adversaire n'était pas une simple IA automatisée, c'était un véritable guardian expérimenté, et il ne se laisserait pas vaincre si facilement. Je suggère une retraite stratégique. Ça va pas être possible, si j'essaie de bouger, il aura forcément une faille à exploiter. Le bras de l'Altaïsen ne pourra pas endurer ce traitement très longtemps, j'estime à 2 minutes le délai avant une dégradation matérielle critique. Kyosuke se concentrera autant qu'il le put sur sa quête d'une solution, mais son attention était déjà focalisée sur ses tentatives de parade, et son esprit s'embrouillait. En désespoir de cause, il profita d'une nouvelle déviation pour saisir le corps de la lame à pleine main, bloquant ainsi son adversaire surpris. Ce n'était cependant pas une manœuvre optimale, car le champ énergétique parcourant l'arme provoquait des lourds dégâts à la main de l'Altaïsen, et ce plan ne lui laissait que quelques secondes de répit. Il fermera son autre poing et commença à marteler le blindage de son adversaire, profitant au maximum du renforcement structurel de sa machine pour encaisser les impacts.
De petites explosions internes commencèrent à survenir, aussi bien dans le bras de l'Altaizen que sous la coque du mecha adverse, et ce dernier, en panique, brisa sa lame dans le poing de Kyosuke, avant de s'éloigner d'un pas chancelant. Le bras droit de l'Altaizen était parcouru de fissures et d'arcs électriques, tandis que le blindage de son opposant était déformé et écrasé en de nombreux endroits suite aux impacts répétés. Il y eut soudain une alerte, et Kyosuke vit ses scanners s'affoler, indiquant de nombreux signaux pénétrant dans le périmètre, et signaux alliés. C'est le transpondeur d'Excellen et des autres, mais comment ils m'ont trouvé aussi vite? Je me suis permise d'envoyer un signal de détresse dès l'instant où les brouilleurs de cette base se sont coupés. Bien joué Aya, j'étais tellement pris dans cette histoire que j'y avais même pas pensé. Tu nous as sauvé la mise sur ce coup. Cela n'est pas étonnant, mes capacités étant sensiblement supérieures aux vôtres, je reste le facteur principal permettant le maintien de notre intégrité physique. Correction, cela n'enlève en rien votre mérite sur de nombreux autres points. C'est vrai ça? J'ai des qualités moi? Comme quoi? L'intelligence artificielle cogitera un peu trop longtemps au goût de Kyosuke qui se sentit un peu vexé, puis elle répondit d'un ton neutre. Veuillez m'excuser, mais je dois concentrer mon attention sur notre adversaire. Sur ces mots, le mecha adverse lèvera à nouveau son fusil dans un crépitement d'étincelles et de bruits de métal tordu, puis il ouvrit le feu. Kyosuke poussera ses manettes sur le côté pour esquiver la rafale de tirs explosifs et manquera de peu de piétiner ses ravisseurs, qui se mirent à couvert sous les arcades du manoir tandis que les munitions explosives percutaient le mur au-dessus d'eux. C'est alors qu'une communication entrante fut signalée par Aya et le jeune pilote activera sa radio. « Kyosuke, c'est toi? Tu vas bien ?»« Oui, c'est moi, Excel. Je suis engagé avec un hostile. » Une autre voix résonna alors et Kyosuke reconnut la voix bourrue de Mao Soran sur la radio. « Major Gray, restez concentré sur votre mission. Quant à toi, cesse immédiatement les hostilités. »« Quoi? Mais l'ennemi est toujours... » Kyosuke interrompit sa phrase, tandis que plusieurs mechas, dont celui d'Excellen, se posèrent à proximité du sien et de celui de son adversaire. Il notera également celui de quelques élèves de sa classe qui restèrent en vol stationnaire au-dessus du champ de bataille. Mais le plus intriguant était que le milicien avait baissé ses armes et semblait s'avancer sereinement vers l'escadron fédéral. Kyosuke voulut se jeter à nouveau sur lui, mais l'un des mechas l'arrêta instantanément, se postant entre lui et sa cible d'un pas rapide et agrippant son épaule. « Poussez-vous, ce type est dangereux !»« Pas sous tuer, gamin, et n'aggrave pas ton cas. »« Quoi, comment ça, mais de quel cas vous parlez ?» Soudain, l'une des machines de la Fédération se sépara du groupe et passa devant Kyosuke avant de diriger ses armes vers ses anciens ravisseurs. Une voix tonna alors leur intimant de se rendre et de jeter leurs armes. Le jeune homme vit alors que James et les autres levaient leurs propres armes légères dans un contraste de puissance clairement en leur défaveur. Se dégageant de la prise du Guardian de la Fédération, Kyosuke s'interposera entre les deux, hurlant dans son communicateur. « Et vous foutez quoi là, bordel? C'est pas eux la menace, c'est ce mecha !» Paniqué et submergé par son incompréhension, l'adolescent observera ceux qui étaient censés être ses alliés à tour de rôle et constatera que son précédent adversaire s'était à présent rangé aux côtés de ces derniers, et que Excellen l'interpellera à nouveau. « Kyosuke, s'il te plaît, coopère, je supporterai pas de devoir ouvrir le feu sur toi. » Il y eut alors une nouvelle voix qui s'élèvera sur le canal général, et Kyosuke grimaça quand il reconnut le timbre désagréable de Tsuragi. « Mais vous voyez bien que ce traître est du côté des terroristes, pourquoi vous la battez pas ?» Aspirant Morino, veuillez quitter ce canal immédiatement. Vous n'êtes ici qu'en tant qu'observateur. Il vous est interdit d'intervenir. L'adolescent aux cheveux rouges pesta avant de couper sa radio, laissant Kyosuke seul avec lui-même l'espace d'un instant. Il froncera les sourcils avant de répondre à Excellen et à Soran. « Si je me retire, vous me promettez de pas leur faire de mal ?»« Je n'ai aucune raison de te promettre ça. Tout dépend d'eux, et ils n'ont pas l'air de vouloir coopérer. »« Laissez-moi leur parler alors. » Il y eut un nouveau silence qui sembla durer une éternité, puis la voix de Soran se fit à nouveau entendre sur le canal. « Tu as 5 minutes. Si d'ici là ils n'ont pas déposé les armes, nous ouvrirons le feu, que tu sois ou non sur la trajectoire de tir. » Kyosuke acquiescera silencieusement d'un hochement de la tête avant de tourner sa machine vers les prétendus terroristes. Ces derniers reculèrent, pointant leurs armes vers l'Altaizen, sans véritablement savoir si celui-ci était toujours de leur côté. Aya enclencha alors une communication vers l'extérieur et Kyosuke s'adressera à eux. Écoutez, je comprends pas ce qui se passe, mais s'il vous plaît, rendez-vous. Si vous êtes innocent, alors on tirera ça au clair. Je suis sûr qu'il y a méprise quelque part, mais c'est pas la peine de sacrifier votre vie pour rien. Kyosuke verra le groupe baisser lentement ses armes, et ils semblèrent discuter un instant de la situation, de manière particulièrement virulente. Mais en analysant leur gestuelle, Kyosuke comprit que James paraissait vouloir convaincre ses alliés de rendre les armes, et ainsi d'éviter un bain de sang. Et ils finirent finalement par jeter leurs armes au sol, tandis que l'Altaizen faisait quelques pas en arrière afin de laisser les fédéraux s'occuper du reste de la mise aux arrêts.
Sa nouvelle cellule avait au moins le mérite d'être mieux éclairée et mieux isolée que la précédente. Les murs blancs étaient dans un état impeccable, et si ce n'était l'absence de matelas sur sa couchette, l'endroit aurait pu être considéré comme relativement agréable. Mais surtout, malgré la qualité sommaire du repas qu'on lui avait servi, il n'avait jamais autant apprécié le goût de la nourriture. Kyosuke ne savait toujours pas pourquoi il avait été enfermé, et il n'avait pas opposé de résistance, comme convenu avec Soran la veille. Il ignorait également le devenir de ses ravisseurs, et en réalité, à part le gardien qui amenait ses repas, il n'avait eu aucun contact avec qui que ce soit depuis près de 24 heures. Et ce dernier ne répondait à aucune de ses questions, se contentant de l'ignorer. À force de tourner en rond et de ruminer ses questions, Kyosuke commençait vraiment à se demander où était la légalité dans toute cette histoire. N'aurait-il pas dû bénéficier d'un entretien avec un procureur fédéral afin de statuer sur sa défense et programmer un jugement devant un censeur du district? Était-il normal de l'enfermer ainsi sans information sur son statut ou sur les raisons de son emprisonnement? Tandis que le jeune homme se posait ces questions, le sas de la zone de détention s'ouvrit et il put voir débarquer Izumi au travers de la barrière transparente le séparant de la liberté. Surpris de la voir, il s'avança d'un pas leste vers elle, s'arrêtant face à la plaque de verre blindé. Izumi, mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a autorisé à venir? Plus ou moins, oui. La Major Grace s'est arrangée pour me faire passer et je n'ai pas beaucoup de temps. Elle détourne l'attention du gardien. Alors on va essayer d'être bref. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ce bordel? Tu es accusé de trahison. Le professeur Soran essaye de plaider ta cause, mais je sais pas où ça en est. Quoi? Accusé de trahison? Mais par qui et pourquoi? A priori, ce serait le dynaste de Kyle Strasbourg qui aurait initié la demande d'inculpation. Sous prétexte, je cite, de ton soutien à une organisation criminelle et d'une attaque contre des militaires agréés de sa commune lors d'une opération de lutte antiterroriste. Mais c'est ridicule, c'est pas des militaires et c'est eux qui m'ont attaqué, moi j'ai fait qu'une sommation à la base. Je connais pas les détails, désolé, mais selon eux, c'était une opération antiterroriste tout à fait légale. Tes kidnappeurs sont toujours en interrogatoire d'ailleurs, mais le dynaste semble vouloir focaliser l'attention sur toi, même si j'ai entendu dire qu'il faisait également pression en sous-main pour pouvoir disposer des autres prisonniers, en vertu de son autorité locale. Les dynastes sont l'équivalent des gouverneurs locaux, c'est ça? Ce sont donc des factotums, et leur pouvoir est directement investi par les préateurs. Ça risque d'être compliqué de s'opposer à sa volonté, du coup. Sauf si un autre fonctionnaire avec plus de prérogatives s'en mêle. Kyosuke et Izumi sursautèrent en tournant leur regard vers l'entrée. Soran venait d'apparaître et ils les observaient d'un regard sévère, attardant une expression légèrement surprise à la vue d'Izumi. Ses traits étaient tirés et il semblait ne pas avoir beaucoup dormi récemment. Sans quitter des yeux la jeune fille, il soupira. Bon, au moins je sais pourquoi la Major Grey insistait pour me montrer ce rapport dans le couloir. Mademoiselle Kato, il serait fort à propos que vous soyez partie avant que je ne remarque votre présence ici. Izumi avala sa salive avant d'acquiescer et de quitter la pièce d'un pas rapide. Une fois que celle-ci fut dehors, Soran se tournera vers Kyosuke et d'un mouvement sec appuiera sur un bouton sur le côté de sa cellule, ce qui ouvrit instantanément celle-ci dans un chuintement hydraulique. L'enseignant intimera alors au jeune homme de sortir. À qui pensiez-vous en parlant d'un factotum avec plus de pouvoir? Soran soupira à nouveau, puis, calmement, il ouvrit sa veste et en sortit une petite carte qu'il présenta à Kyosuke. Celui-ci ne comprit pas immédiatement ce que cela signifiait, mais son professeur ne le laissa pas dans l'incompréhension bien longtemps. Je travaille pour le conseil exécutif, je tiens mes pouvoirs directement de la grande maréchale à Lester. Attendez, vous êtes un factotum? Oui, et j'aurais préféré que cela ne s'ébruite pas trop, mais j'ai été forcé de me révéler pour empêcher Archibald de Yeager de soustraire les prisonniers à notre autorité. Mais je comprends pas, pourquoi un simple enseignant serait-il auxiliaire des préateurs? Je n'ai pas l'autorisation de te révéler cette information. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à lever l'inculpation à ton encontre. Officiellement, tu es innocenté du fait de la confusion et de la manipulation induite par les sévices de tes tortionnaires. Kyosuke resta bouche bée, ne sachant pas véritablement quoi répondre. Il accompagna Soran à l'extérieur de son bloc de détention, et les deux marchèrent sans un mot dans les couloirs de la base avant que le jeune homme ne finisse par ouvrir la bouche. Et qu'en est-il des autres? Nous les interrogeons en ce moment même, mais la plupart d'entre eux ne sont pas très loquaces. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne portent pas le dynaste Yeager dans leur cœur. Et pour les gamins, nous n'avons aucune information sur eux. Pas d'ID, pas d'origine. Ils ont été mis en isolation et les recherches sont en cours. Ce sont d'ailleurs eux qui ont motivé ma décision d'opposition contre Yeager. Car normalement, les agents gouvernementaux ont pour instruction d'éviter au maximum les ingérences avec les affaires des Epsilon. Si ça peut vous aider, l'un des criminels m'a parlé d'une école et du fait qu'il s'agirait de sujets de test ou quelque chose du genre.
Soran sembla pensif un instant, il froncera les sourcils avant d'arrêter de marcher, attrapant son menton et restant sans rien dire quelques secondes. Il enchaînera alors. Quel prisonnier t'a dit ça? Un blond aux yeux bleus, il m'a dit qu'il s'appelait Mathias, je crois. Soran nota l'information mentalement, puis continua. Et est-ce qu'il t'a dit autre chose? Pas vraiment, mais si je peux me permettre, je pense qu'il était sincère. Malgré le fait d'être en joue et menacé de mort, il n'a pas cessé de s'inquiéter pour les gamins. Ah si, il m'a aussi dit que son groupe les avait sortis de cette fameuse école. Soran pesta un instant, mais paraissait savoir quelque chose que lui ignorait. Kyosuke afficha une mine intriguée, puis demandera. Vous savez quelque chose? Ce ne sont que des suppositions, mais si ce que je pensais vrai, alors j'ai bien fait de fourrer mon nez dans cette affaire. Je vais devoir te laisser, je dois contacter ma supérieure. Soran s'apprêtait à partir, laissant Kyosuke seul dans le couloir, mais soudainement il s'arrêta, comme s'il avait oublié quelque chose. Il se tournera alors vers son élève et lui dira d'un ton grave. Et tant que j'y pense, ne parle surtout pas de cette histoire d'école à la Major Grey. L'endroit offrait un contraste saisissant avec la pauvreté de la ville alentour, et Kyosuke se demandait encore pourquoi il était ici. Bien sûr, Soran lui avait expliqué qu'Archibald Yeager l'avait convoqué pour un entretien, en vue de présenter des excuses au dynastes. Mais Kyosuke trouvait l'endroit particulièrement malsain, et le décorum ostentatoire le mettait presque aussi mal à l'aise que l'idée de s'excuser pour un crime qu'il ne reconnaissait toujours pas entièrement. Ne fais pas cette tête, et essaye d'avoir l'air sincère quand tu t'excuseras. Je ferai de mon mieux, mais je comprends pas le besoin de cet homme de me voir en personne. Soran haussa les épaules d'un air détaché avant de répondre. Je l'ignore également, mais c'est une faible contrepartie pour tenter d'atténuer les tensions avec ce gouverneur. Je te rappelle que dans l'absolu, j'ai commis un impair en faisant ingérence avec l'autorité locale. La Fédération a besoin de garder le soutien relatif des dynastes. Mais il y a clairement anguille sous roche, cette histoire est pas claire. Pourquoi la Fédération ne met pas les moyens pour régler cette affaire? C'est moi le moyen. C'est d'ailleurs pour cette raison que votre voyage scolaire se fait ici. C'était une excuse parfaite pour moi afin de venir dans le district pour mener mon enquête. Mais ta petite balade a un peu chamboulé mes plans. Je suis désolé. Ne le sois pas. Involontairement, tu m'as permis de mettre la main sur des pistes importantes. Et sans ton implication, je n'aurais pas pu garder les gamins et les ravisseurs sous notre protection. Je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que le dynastie Yeager fait une telle fixette sur toi. Tu es en quelque sorte la cristallisation de son ressentiment. Kyosuke ne répondit rien, et après moins d'une minute, un homme ressemblant fortement à un majordome les invita à le suivre. Ils marchèrent un temps dans les couloirs richement décorés avant d'entrer dans un large bureau, relativement sobre compte tenu du niveau d'excès du reste de la bâtisse. Un homme au visage fin et anguleux était assis à un pupitre, en train d'observer quelques documents dans une posture assez détendue. Il émit un sourire particulièrement malaisant en voyant entrer ses deux invités dans la pièce. Puis, une fois que le majordome eut pris congé, il fit tourner son stylo entre ses doigts sans se départir de son sourire carnassier. « Auxiliaire Mao Soran, je présume. C'est un honneur de vous voir en chair et en os. Et il s'agit de Kyosuke Hideka, c'est ça? Rappelez-moi votre grade. » Kyosuke sentit son échine se tendre à l'audition de la voix mielleuse du gouverneur, puis après un temps de flottement qu'il ne put réprimer, il répondit. « Je n'en ai pas, monsieur. Je suis encore aspirant. » Oh, veuillez m'excuser, c'est ce que j'avais imaginé au vu de votre implication dans cette affaire. Il est si peu commun de voir de simples étudiants se retrouver dans ce genre de situation malencontreuse. Soran froncera les sourcils, il n'appréciait pas le petit jeu que jouait Yeager, et il savait parfaitement que le dynaste avait parfaitement connaissance de l'identité de Kyosuke. Il ne cherchait qu'à le mettre mal à l'aise pour une raison ou une autre. Mais je circonviens à la plus élémentaire des politesses. Prenez place, désirez-vous un peu de thé? L'homme saisira une théière et versera la boisson chaude dans de petites coupelles richement ornementées. Le liquide était rougeâtre, une couleur peu habituelle aux yeux de Kyosuke, dont le regard intrigué n'échappa pas au dynaste. Il répondra à ce regard en plissant les yeux dans un rectus par-dessus le verre de ses petites lunettes rondes. Il s'agit de thé Assam, sa couleur rappelle un peu celle de votre machine, et je me suis dit que peut-être vous apprécieriez ce petit hommage. Soran grimaça sans s'asseoir, fixant Archibald Yeager d'un œil assassin avant de rétorquer. « Ce sont là les simagrées, gouverneur, nous ne sommes pas là pour échanger des trivialités. » Certes, certes. En réalité, je voulais simplement voir de mes propres yeux ce jeune homme ayant ainsi perturbé l'intervention de mes hommes, et entendre sa version de l'histoire.
Le rapport présentait clairement les circonstances de cet incident. Il était inutile de faire déplacer l'aspirant EDK pour ça. Il est vrai que le rapport était fort détaillé. J'admire par ailleurs la promptitude avec laquelle la Fédération s'est empressée de valider celui-ci. L'homme, faussement affable, ne quittait toujours pas son sourire en coin, faisant lentement tourner sa boisson dans sa tasse et donnant vaguement l'impression de jouer avec du sang. Il fermera les yeux dans un air désolé avant de poser sa tasse et de continuer en haussant les épaules. Mais vous savez, je suis quelqu'un qui aime particulièrement le contact avec les gens. Que voulez-vous, c'est mon côté humain. J'ai besoin de voir les personnes plutôt que de simples papiers. Alors, dites-moi, jeune homme, accepteriez-vous de me raconter cette terrible expérience que vous avez vécue ? Si ce traumatisme n'est pas trop frais pour vous, bien sûr. Kyosuke tournera un regard légèrement désemparé vers Soran, mais celui-ci se contentera de croiser les bras en hochant de la tête, laissant l'adolescent le soin d'improviser sa réponse. Il tournera son attention vers le dynaste avant de déglutir. Que voulez-vous savoir ? Oh, je ne sais pas. Par exemple, que vous ont raconté ces criminels pour vous convaincre de les soutenir en agressant violemment mes hommes ? Kyosuke tournera à nouveau son regard vers Soran, mais ce dernier ne bougeait pas, les yeux fermés dans une grimace indiquant clairement qu'il faisait de son mieux pour garder son calme. Celui-ci ne l'aiderait pas. J'étais déboussolé, monsieur. J'ai pas pu déterminer qui étaient les ennemis et qui étaient les alliés. Oh, je vois. C'est pourtant relativement rare de prendre position pour un camp lorsqu'on ne sait pas ce genre de choses, surtout quand l'un d'eux vous a séquestré pendant près d'une semaine. Archibald Yeager marqua une pause avant de siroter un peu de son thé. Il tournera lentement sur sa chaise, attrapant nonchalamment quelques documents sur la table, avant de continuer en simulant une question rhétorique sans même regarder Kyosuke. Je me demande bien quel élément déclencheur a pu pousser un jeune homme ayant l'air si droit à venir en aide à ces criminels. Le doigt de Soran commençait à taper en rythme sur son bras croisé, dans une attitude d'exaspération évidente. Kyosuke tenta de garder son calme, et sans quitter des yeux son interlocuteur, il continua. Il me semblait qu'il protégeait quelque chose d'important, et dans ma confusion, j'ai pensé faire une bonne action en les aidant. Le sourire du gouverneur s'accentua, et sans quitter sa position de profil, son regard glissera sur le côté, fixant Kyosuke comme un prédateur. Il prit alors un ton doucereux, ne collant absolument pas avec son rictus mauvais. Et qu'en est-il de cette chose importante ? Le rapport de la Fédération n'en a pas fait mention, et peut-être que dans leur hâte, ils ont omis de me transmettre cette information ? Ce fut cet instant que choisit Soran pour intervenir. Il interrompit Kyosuke qui hésitait à répondre et parla d'un ton sec. Il n'était pas question d'un interrogatoire, gouverneur. L'aspirant IDK est ici pour vous faire part de ses sincères excuses au sujet de cette affaire, et il n'a aucune raison d'en dire plus. Veuillez abréger cet entretien. L'homme se balança une ou deux fois sur sa chaise avec une expression contrite clairement surjouée. Il croisera ses mains devant sa bouche, puis s'excusera sur un ton contrefait. Veuillez me pardonner pour mon manque de tact, je ne voulais pas embarrasser l'aspirant IDK. Je vous assure que je suis le dernier à vouloir incommoder un enfant. Il accentua l'emphase sur le dernier mot en fixant Kyosuke dans les yeux. Ce dernier parvint cependant à rester neutre et s'inclinera rapidement en présentant ses excuses officielles au gouverneur au sujet de son ingérence dans la mission de ses hommes. J'aimerais vraiment accepter des excuses aussi sincères, mais peut-être que si la Fédération m'accordait le droit de récupérer mes prisonniers, cela serait plus facile pour moi. Ce n'est pas à l'aspirant IDK d'en décider, et il n'a aucune habilitation pour participer à des négociations à ce sujet. Nous allons prendre congé. Archibald Yeager quitta son sourire factice et afficha une expression neutre, mais Kyosuke sentait bouillir l'homme derrière son regard en apparence froid. Ses mains croisées quittèrent sa bouche pour venir se poser sur son bureau, puis il soupira. Ce fut un réel plaisir de vous accueillir. Faites bonne route, et transmettez mes plus chaleureuses salutations à la Major Grey. Kyosuke fut perturbé par cette dernière remarque, mais n'eut pas le temps de s'en inquiéter car Soran lui intima rapidement de le suivre. Et les deux hommes sortirent du bureau puis quittèrent le bâtiment, repoussant l'offre du majordome de les conduire à l'extérieur. Une fois dehors, le jeune homme voulut s'adresser à son enseignant, mais celui-ci l'interrompit. « Je me doutais bien qu'il avait quelque chose derrière la tête en te faisant venir ici, mais tu t'en es bien sorti. Tu as bien fait de ne pas aborder le sujet des enfants. » Kyosuke hochera de la tête à cette remarque, mais il ne put s'empêcher d'exprimer son inquiétude. C'était quoi cette remarque sur Excellen à la fin ? Comment il la connaît ? Je l'ignore, ce n'était sans doute rien de plus qu'un autre sarcasme. Le portable de Soran sonnera alors, et celui-ci s'excusera auprès du jeune homme avant de décrocher. Son visage neutre finira par s'assombrir, puis, au bout de quelques secondes, il acquiescera d'une voix sèche, avant de raccrocher en grimaçant. Qu'est-ce qui se passe encore ? La Major Grey est portée disparue.
Désolé Kyosuke, vraiment, je te crois quand tu me dis que le dynastie Yeager est derrière tout ça, et j'aimerais t'aider, mais je ne compte pas mettre ma licence en péril en m'opposant aux ordres de Soran. Je te suivrai pas sur ce coup. Je comprends, t'en fais pas. Simplement, si tu pouvais... Oui, ne t'inquiète pas, je garde ça pour moi. On n'a jamais eu cette conversation. Izumi se leva de table et s'éloigna avec son plateau, laissant Kyosuke seul avec ses pensées. Il était persuadé que Yeager avait fomenté l'enlèvement d'Excellen, d'une manière ou d'une autre. Et il était également sûr que Soran aussi partageait ce sentiment, mais l'enseignant lui avait clairement fait comprendre qu'il n'y avait aucune preuve, et qu'il ne pouvait pas risquer un incident diplomatique supplémentaire avec le dynaste, qui plus est après l'ingérence consentie pour l'acquitter des accusations de trahison que Yeager avait placées sur lui. Mais ces raisons politiques n'étaient pas du goût de l'aspirant, qui n'avait en tête qu'une volonté féroce de retrouver son ami. Et si la Fédération ne l'aidait pas, il chercherait des soutiens ailleurs. Comme il était persuadé de l'implication de Yeager, il ne lui avait pas fallu longtemps pour penser aux prisonniers, toujours incarcérés dans la base de Kell Strasbourg. Ces derniers devaient forcément savoir quelque chose, et il comptait bien découvrir quoi. Alors que la nuit était tombée, Kyosuke s'éclipsa discrètement de sa chambre, évitant furtivement le garde, effectuant sa ronde en bâillant dans les couloirs, puis il se dirigea en vitesse vers le bloc de détention, au sud. Ce ne fut pas difficile pour lui de circuler dans un premier temps, car il avait les autorisations dans la plupart des secteurs de la base. Mais quand il arriva à son objectif, il constata que le niveau de sécurité ne lui permettait pas de continuer. Il resta un moment à réfléchir devant le sas, seul dans le couloir sombre et silencieux. Puis, pestant intérieurement, il abandonna et s'éloigna. Il sursauta alors, entendant le chuintement de la porte s'ouvrir derrière lui. Et quand il se retourna pour voir la raison de ce bruit, il tomba sur la silhouette d'Izumi, affichant une mine légèrement renfrognée et brandissant une petite carte d'accès comme un trophée. « Izumi, mais qu'est-ce que tu fous là? Et comment t'as eu cette carte ?»« C'est celle de Soran. Je suis allé dans son bureau pour lui emprunter pendant qu'il dormait. »« Quoi? Mais je croyais que... » J'ai changé d'avis. Je ne pouvais pas te laisser tout seul, et sans moi t'as aucune chance de retrouver la Majeure Grey. »« Izumi... » C'est pas la peine de me remercier, je t'assure que tu devras me rembourser cette dette, et compte pas sur moi pour l'oublier. Bon, on entre ou on prend le thé ? Le duo d'élèves s'infiltra alors silencieusement dans le bloc de détention. À l'exception des lumières de sécurité, les couloirs de la zone étaient plongés dans l'obscurité, et la plupart des cellules étaient vides. Mais tandis qu'il progressait, Kyosuke reconnut plusieurs visages au travers des plaques de plastique transparentes, dont certains qui se relevèrent de leur couchette, intrigués par cette visite tardive. Le jeune homme cherchait cependant un visage en particulier, celui du chef de cette bande terroriste. Il s'arrêta malgré tout quand il remarqua une autre personne avec qui il avait eu quelques échanges. La tignasse blonde de Mathias se leva de son oreiller et fixa le nouveau venu au travers de la paroi translucide. Telle guardiane de la dernière fois. Izumi sembla interloqué et se tourna alors vers Kyosuke. C'est lui qu'on cherche ? On dirait juste un gamin. Non, c'est pas lui, mais c'est lui qui m'a convaincu de les aider là-bas. Il protégeait les enfants. Les enfants ? Tu veux dire ceux dont on connaît pas l'identité ? Kyosuke acquiesça silencieusement en fixant toujours Mathias. Ce dernier se mit en posture assis sur sa couchette et maintint le regard de l'aspirant, cherchant à comprendre ce que celui-ci faisait là, au beau milieu de la nuit. Kyosuke brisa alors le silence, tendu, et continua. Il peut peut-être nous aider aussi. Il m'a parlé d'une école tenue par le dynaste. Je suis sûr que ça a un rapport avec Excel. Tu veux bien nous dire ce que tu sais ? C'est une nouvelle magouille pour nous soutirer des infos. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire. On n'est pas là pour le compte de la Fédération. Prouve-le. Kyosuke hésita un instant, puis attrapa la carte d'accès des mains d'Izumi, qui n'eut pas le temps de protester. Puis il la passa sur le petit panneau de contrôle à côté de la cellule, et dans un chuintement vif, la porte de plexiglas disparut dans les murs, laissant l'accès libre à Mathias pour sortir. Et alors quoi ? C'est juste une porte ouverte, ça prouve rien. Kyosuke, qu'est-ce que tu... Je vais te faire sortir d'ici, à condition que tu me dises ce que je veux savoir. Mathias resta un instant sans voix, à l'instar d'Izumi, mais il garda malgré tout son sang-froid et rétorqua. Si je sors d'ici, je le ferai pas tout seul, mes camarades viennent avec moi, et les enfants aussi. C'est impossible, ça représente presque une vingtaine de personnes. Ça, c'est pas mon problème. Sur ces mots, Mathias croisa les jambes et s'allongea sur sa couchette en fermant les yeux, dans une attitude désinvolte clairement forcée. Kyosuke grimaça face à cette impasse. Sa frustration fut coupée par la voix bourrue de James qui l'interpella depuis une autre cellule. « Combien de personnes tu penses pouvoir faire sortir ?»
Kyosuke et Izumi se retournèrent pour voir l'Européen appuyé contre la plaque transparente de sa prison avec les bras croisés et les perçants du regard. Kyosuke ne sut pas quoi répondre et se tourna vers sa camarade qui haussa les épaules. « Je sais pas, peut-être 5 ou 6 personnes au mieux. En gros, un groupe qui puisse se déplacer sans trop attirer l'attention. » « Et vous pouvez faire sortir les enfants ?» Kyosuke et Izumi s'observèrent à nouveau, sans un mot, réfléchissant à la question, et cette fois-ci ce fut Kyosuke qui répondit. « De ce que j'en sais, les gamins sont isolés au niveau de l'infirmerie. Il y a moins de sécurité informatique là-bas, mais des gardes et des soignants surveillent leur chambre en permanence. Ça risque d'être difficile. Si vous arrivez à faire sortir Mathias et les gosses, alors il coopérera. »« Quoi ? Mais boss ?» ?»« Ta gueule, c'est un ordre. La priorité c'est d'éloigner les gamins d'Jaeger. Tant qu'il saura où les trouver, ils ne seront pas en sécurité. » Mathias lâcha un juron dans le dialecte local, puis il se leva, s'approchant de Kyosuke et Izumi, toujours indécis quant à la marche à suivre. Cette dernière haussa légèrement le ton. « Mais tu comptes faire ça comment ? On peut pas débarquer simplement à l'infirmerie et embarquer les gosses. En plus, on ne sait pas ce que ces types ont derrière la tête. Au moins dans la base, ils sont en sécurité. » Ce n'est qu'une question de temps avant que l'évêque ne parvienne à trouver une faille pour forcer la fédération à lui remettre les gamins. C'est déjà impressionnant qu'ils aient pu rester sous votre garde si longtemps. Croyez-moi, il n'est pas du genre à abandonner si facilement. Mais c'est n'importe quoi, la fédération le laissera jamais agir à sa guise. Tu crois ? On est dans le district Epsilon ici. Les prétors préféreront clairement sacrifier quelques gosses inconnus plutôt que de risquer de perdre le soutien du dynaste. L'autre factotum là, il ne fait que retarder l'échéance. Tôt ou tard, les fédéraux abdiqueront. Tandis qu'Izumi tentait d'argumenter pour le compte de la fédération, Kyosuke réfléchissait, observant à tour de rôle Mathias et James, cherchant à peser le pour et le contre dans cette histoire. S'il y avait bien une chose dont il était sûr, c'est qu'effectivement Jaeger n'était pas du genre à en rester là. C'était un homme dangereux. Mais avait-il vraiment les moyens de forcer la main à la fédération ? Izumi se tournera alors vers lui, cherchant distinctement à obtenir son soutien, mais Kyosuke secoua la tête en répondant. « On va le faire. »« Quoi ? » ?»« On va faire sortir Mathias et les gamins, et puis on ira chercher Excel. » James souriait dans sa cellule sans quitter le duo des yeux, un sourire franc de satisfaction. Pour sa part, Mathias n'était pas aussi enthousiaste, il tenta à nouveau de protester. « Et après, même si on sort les gamins, on fait quoi pour toi et les autres ?»« Faites tomber Jaeger. Si vous parvenez à montrer au monde ces méfaits, je suis sûr que les fédéraux ne pourront pas nous garder sous clé. En tout cas, pas sans perdre la face aux yeux du public. Les réseaux sociaux sont une arme puissante. » « Mais je peux pas... » « Ne t'inquiète pas, ça me dérange pas de rester encore un peu ici aux frais du contribuable. Allez, casse-toi, et occupe-toi bien des gamins en attendant mon retour. » Mathias hocha de la tête à contre-cœur et se tourna vers Kyosuke et Izumi. La tension était palpable entre les deux, qui débattaient silencieusement dans un duel de regard d'une intensité non négligeable. Puis soudain Izumi détourna les yeux en pestant contre son acolyte. « Sérieux, tu m'en devras une après ça, et une grosse. »« Merci Izumi, je te promets que je te revaudrai ça. » Sur ces mots, le groupe quitta discrètement le bloc de détention en direction de l'infirmerie, où selon toute attente se trouvaient les enfants. Il ne fallut pas longtemps au trio pour rejoindre l'aire médicale de la base, et comme prévu, l'endroit était surveillé par plusieurs gardes qui faisaient leur ronde dans les couloirs blancs. Le jeune Européen interpella alors ses alliés inattendus et les questionna à voix basse sur la marche à suivre. « Alors, c'est quoi votre plan ?»« Il en a pas, tu croyais quoi ? Il a juste accepté sans réfléchir. »« J'ai un plan. »« Ah ouais ? Bah je suis curieuse de l'entendre alors. Je dois juste encore peaufiner quelques détails. » « Mais bien sûr. » Mathias observera les deux adolescents se chamailler quelques instants, puis, légèrement confus, il les interrompit en se grattant la tête. « Dites-vous vous seriez pas ensemble ?»« Absolument pas !» La réaction vive des deux aspirants fit alors réagir un garde non loin, qui sembla remarquer une présence et un bruit et se dirigea dans leur direction, ce qui n'empêcha pas Kyosuke et Izumi de poursuivre leur dispute en y intégrant Mathias contre son gré. « D'où est-ce que je pourrais sortir avec ce débile ? Pareil pour moi, elle passe son temps à me frapper sans raison. »« Sans raison ? Tu le mérites à chaque fois, espèce de chevalier pervers !» Soudain, le garde apparut devant eux au croisement du couloir où le trio était dissimulé, et surpris de voir les deux aspirants se disputer bruyamment devant lui, il hésita avant de les interrompre en voulant lever son arme. « Vous, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il n'eut pas le temps de continuer son interpellation, car son visage reçut de plein fouet le poing des deux adolescents, qui l'assommèrent dans un mouvement synchrone sans même cesser leur dispute puérile. Izumi ramassa alors le fusil d'assaut du garde étendu sur le sol, comme si de rien n'était, puis afficha une mine boudeuse, avant de continuer d'avancer vers les chambres. Mathias affichait quant à lui un rictus d'incrédulité face à la scène qui venait de se dérouler devant lui. Kyosuke se tournera vers le jeune homme et lâchera d'un ton à la fois hésitant et amusé. Ça faisait partie du plan.
trio se déplaça sans un bruit avant de rejoindre la première chambre et d'observer à l'intérieur à travers les volets de sa fenêtre. Il y avait 3 jeunes enfants endormis et dont l'âge ne dépassait très certainement pas les 6 ou 7 ans. Mathias inspecta avec attention la chambre puis grogna quelque chose à ses camarades. « Lise n'est pas là, elle doit être dans une autre chambre. »« Tu parles de la fille qui était avec toi l'autre fois ?»« Oui, celle-là, c'est la plus âgée du groupe, on doit la trouver. » « Je suis d'accord, celle qui m'a aidé quand vous m'avez emprisonné, je veux lui rendre l'appareil. » Mathias acquiesça, puis il continua à voix basse. « Je vais m'occuper de réveiller les gosses et de leur expliquer la situation. Ils me connaissent, ça passera mieux si j'y vais seul. Vous allez chercher Lise. » Les 2 apprentis guardians approuvèrent l'argument de l'Epsilon, puis s'éloignèrent en catimini, tandis que celui-ci pénétrait dans la chambre silencieuse. Il ne fallut pas longtemps au duo avant de trouver la chambre où dormait la jeune fille qu'ils recherchaient. Celle-ci était étendue sur le côté, respirant paisiblement sous sa couette. Kyosuke indiqua par quelques signes de la main qu'il allait entrer seul et assigna à Izumi la tâche de monter la garde. La jeune femme se renfrogna un instant et voulut rétorquer quelque chose, mais Kyosuke lui intima le silence en plaçant son index devant sa bouche, puis sans un bruit il ouvrit la porte de la chambre et s'introduisit à l'intérieur. Les militaires de la base avaient semble-t-il eu la décence de fournir une chambre individuelle à l'adolescente, ce qui en soi était une bonne chose, mais Kyosuke se sentait un peu mal à l'aise à l'idée de fureter ainsi dans une chambre où dormait une fille isolée. Il se concentra sur sa mission, essayant d'ignorer son malaise, puis s'agenouilla à côté du lit avant de légèrement pousser l'épaule de Lise pour la réveiller. Cette dernière ouvrit lentement les yeux et faillit pousser un cri en voyant le visage de Kyosuke si près du sien, mais celui-ci eut le réflexe de poser sa main sur sa bouche pour étouffer l'exclamation. « Calme-toi, c'est moi. Tu me reconnais ? Je suis avec Mathias et une amie, on va te sortir d'ici. » Lise hocha de la tête de manière hésitante, son visage rouge comme une pivoine. Kyosuke retira alors sa main et laissa la jeune fille se lever lentement. Elle portait une simple blouse d'hôpital en guise de pyjama, et elle eut pour premier réflexe de cacher son corps à la vue du jeune homme qui répliqua du tac au tac. « Non, t'inquiète, je me retourne, va te changer. » Kyosuke fit ainsi volte-face et se retrouva à fixer la sortie, remarquant par la même occasion le regard assassin d'Izumi qui les observait en faisant bien comprendre à son camarade qu'au moindre geste déplacé, il le sentirait passer. Pour sa part, il secouait les mains devant lui dans un air de dédouanement, cherchant à convaincre silencieusement son amie qu'elle s'inquiétait pour rien. Tandis que Lise enfilait ses vêtements en silence, Kyosuke commençait à s'inquiéter. Il ne savait absolument pas comment faire sortir tout ce petit monde de la base, et il ne pouvait pas simplement passer par le portail d'entrée. Celui-ci était étroitement surveillé, aussi bien pour les entrées que pour les sorties. Alors qu'il réfléchissait à la question, Izumi lui fit signe de la tête, désignant un point derrière lui, du menton. Elisabeth avait terminé de se changer, et elle se tenait à proximité du jeune homme, clairement mal à l'aise. Kyosuke lui intima de le suivre, et quand ils sortirent de la chambre, ils furent rejoints par Mathias et les 3 autres enfants. Ok, ça c'est fait. Et c'est quoi la suite du plan maintenant ? On doit trouver un moyen de sortir, mais on pourra pas le faire par les accès habituels. On pourrait peut-être essayer les accès de service. À quoi tu penses ? Le hangar à Mechaguard. Mais il est en hauteur, tu comptes descendre la paroi en rappel ? Non, mais si on chope nos mechas, on pourra embarquer tout le monde. Et on n'ira pas bien loin, on va se faire abattre instantanément. Izumi grimaça, réfléchissant à une solution alternative à celle proposée par Kyosuke, puis elle continua. Par contre, on peut faire sortir les enfants par le vide ordure de la cuisine. C'est trop étroit pour nous, mais ça devrait passer pour eux. Le problème est à moitié résolu alors, mais il reste l'autre moitié. On sort comment ? Kyosuke détourna le regard, scrutant aux alentours pour s'assurer que personne n'arrivait. Le corps inanimé du garde était toujours étendu sur le sol, non loin d'eux, puis il se retourna vers ses camarades. « Je vais faire diversion. »« Comment ça ?»« Je vais sortir avec l'Altaizen. Comme je n'ai pas d'autorisation de vol, la base se mettra immédiatement en alerte et concentrera son attention sur moi. Ça devrait suffire à vous donner un peu de marge de manœuvre pour vous exfiltrer. »« Mais t'es taré, tu vas te faire tuer !»« Ça ira, les seuls gardiens de la base sont ceux de notre classe, et je pense pouvoir gérer les véhicules conventionnels. »« Mais t'es con ou tu le fais exprès ? Une fois que l'alerte aura été donnée, il ne faudra que peu de temps pour qu'un escadron d'une autre base soit envoyé à ta poursuite. C'est du suicide. Et je parle même pas de Soran, il sortira à coup sûr pour t'arrêter. » L'apprenti guardian grimaça à la mention de son enseignant. Autant il pensait pouvoir tenir tête à ses camarades dans un affrontement entre mechas, autant il n'avait jamais réussi à prendre l'avantage sur Soran. Si ce dernier sortait effectivement à sa poursuite, il y avait peu de chances qu'il puisse lui tenir tête. Mais c'était la seule solution qu'il entrevoyait pour permettre à Mathias et les gosses de sortir de la base.
Izumi, tu vas rester ici et faire croire que je t'ai menacé. Ça devrait passer, le garde nous a vu nous disputer, tu pourras argumenter, et je veux pas t'impliquer plus là-dedans. Dans tes rêves ? Izumi... Kyosuke ne vit pas le coup partir et se massa la joue avec une mine d'incrédulité, tandis qu'Izumi le fixait avec un air furieux, des larmes de colère perlant dans ses yeux. Si tu crois que je vais te laisser tout seul dans cette merde, tu te fous le doigt dans l'œil. Je te l'ai déjà dit, je suis pas une petite chose fragile, j'ai pas besoin qu'on me protège. Alors fais ce que t'as à faire, et moi je m'occupe de faire sortir Mathias et les gosses de la base. Il ne répondit rien et hocha de la tête, un peu à contre-cœur, avant de prendre la direction du hangar. Il ne jeta qu'un coup d'œil fugace en arrière pour voir Mathias et Izumi commencer à déshabiller le garde évanoui, sans doute dans l'idée de déguiser le jeune homme. Puis il les perdit de vue en bifurquant à un croisement, courant sans s'arrêter. Il lui fallut une dizaine de minutes pour atteindre l'endroit où étaient stationnées les machines, et il pénétra dans le hangar sans perdre un instant. Il n'était pas inhabituel pour un guardian d'aller inspecter son robot à n'importe quel moment, et Kyosuke n'eut pas de mal à se faire ignorer des quelques techniciens de nuit qui faisaient la maintenance du lourd matériel militaire. Encore un avantage du statut particulier des Guardians au sein de la hiérarchie militaire. Ce fut d'autant plus aisé pour lui que l'Altaizen, en sa qualité de prototype, était assez logiquement isolé du reste des machines, et il ne lui fallut pas beaucoup d'efforts pour se faire oublier. Jetant quelques regards autour de lui et s'assurant de sa discrétion, il grimpa rapidement à bord du cockpit et activa l'input de son méca-guard. Initialisation en cours. Activation. Bonjour. Oh, je n'avais pas vu l'heure. Bonsoir est peut-être plus approprié. Savez-vous que le manque de sommeil est extrêmement néfaste pour les performances d'un pilote ? On n'a pas le temps, Aya, c'est... Une situation d'urgence ? L'intelligence artificielle l'avait coupé de manière assez incongrue et Kyosuke resta quelques secondes sous le coup de la surprise, avant qu'Aya ne l'interpelle à nouveau. Veuillez excuser cette intervention. Statistiquement, j'ai défini que la majorité de mes activations se sont faites en situation d'urgence. J'ai jugé intéressant de prédire la fin de votre phrase. Ouais, c'est effectivement une situation d'urgence. Allez, ouvre la baie de lancement et prépare le décollage. Je ne vois aucune programmation de vol prévue sur le registre de la base. Je sais, c'est tout le concept de cette urgence, ouvre-la quand même. La machine ne répondit rien, et après un court instant de traitement de données, les larges portes du hangar commencèrent à s'ouvrir sous le regard médusé des techniciens qui cherchaient déjà à déterminer d'où provenait ce dysfonctionnement. Et ils comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'une panne quand l'Altaizen se positionna d'un pas lourd sur la baie de lancement. Les réacteurs du mecha étaient à peine activés qu'une puissante alarme sonore retentissait déjà dans la base, et que les portes du hangar commençaient déjà à se refermer. Ok, Aya, pas le temps de niaiser, on y va. L'Altaizen fila en avant à pleine puissance, passant in extremis entre les lourdes portes blindées qui se refermèrent derrière lui. Il n'eut cependant pas le temps de se satisfaire de son envolée réussie, car sa radio s'activa instantanément, faisant tinter la voix de l'opérateur dans son casque. Matricule ALT00023B, vous n'avez pas d'autorisation de vol, veuillez immédiatement vous poser et couper vos moteurs pour interpellation. Kyosuke ne répondit pas à la demande de l'opérateur, continuant de s'éloigner de la base. Il ne comptait pas se faire arrêter maintenant, pas avant d'avoir retrouvé Excel. Dernier avertissement, je répète, posez-vous et coupez vos moteurs pour interpellation ou vous en subirez les conséquences. L'opérateur ne lui laissa que quelques secondes après ce dernier avertissement, avant de pointer les défenses anti-aériennes de la base contre lui. Les canons crachèrent de puissants rayons laser dans sa direction, mais il n'eut aucun mal à les éviter, plongeant au ras des bâtiments en contrebas pour sortir du champ de tir. Le plus difficile restait cependant à venir. Comme prévu par Izumi, la porte du hangar se rouvrit, et une paire de mechas en sortit, filant immédiatement dans sa direction. Kyosuke reconnut bien évidemment la machine de Soran. En sa qualité de seul gardien licencié dans la base depuis la disparition d'Excelen, il était évident qu'il allait prendre part à la poursuite. Mais le plus étonnant fut la deuxième machine volant à ses côtés. C'était celle de Suragi, ce qui laissa Kyosuke perplexe. Pourquoi Soran avait-il laissé un étudiant participer à la chasse ? Il n'eut pas spécialement le temps de réfléchir à la question, car la voix de Soran résonna dans son casque, à l'instar de l'opérateur quelques instants auparavant. Kyosuke, je sais que c'est toi dans ce cockpit. Je sais pas ce que tu espères accomplir, mais arrête ça tout de suite. Et pourquoi ? Pour retourner à la base et abandonner Excel à son sort ? Jamais, vous savez aussi bien que moi que c'est Yeager qui est derrière tout ça. On n'en sait rien, et quand bien même ce serait le cas, c'est pas toi de décider de ce qu'il convient de faire. T'auras pas d'autre avertissement. Pose cette machine immédiatement. Je tenais à signaler que nous subissons actuellement un verrouillage multiple. Dois-je initier les contre-mesures ? Kyosuke appuya sur un bouton indiquant à Aya qu'elle pouvait passer en mode de combat, puis il continua avec Soran. Je suis désolé monsieur, je ne peux pas faire ça. Excel est mon ami et je dois la retrouver. Tu te rends bien compte de ce que cela implique. Il n'y aura pas de retour en arrière cette fois, je serai obligé de t'arrêter. Je sais que vous ferez votre devoir et je ferai aussi tout ce que j'estime devoir faire.
Merci, monsieur. Kyosuke coupa alors sa radio, juste au moment où les premières salves de tir fusèrent depuis les armes de ses poursuivants. Kyosuke esquivait une nouvelle salve de tir tout en observant d'un air inquiet le mecha de Soran qui gardait ses distances. Le jeune homme ne comprenait pas, c'était a priori Suragi qui menait l'assaut, pendant que l'enseignant se contentait de couper les voies de retraite à l'Altaizen, mais sans pour autant attaquer. Il y eut alors une communication entrante et un tir percuta son épaule, heureusement sans causer de dégâts critiques. Hé, Pousse-Caillou, concentre-toi sur moi, j'ai enfin l'occasion de te rendre la monnaie de ta pièce. La monnaie de ma pièce? Mais c'est toi qui passes ton temps à chercher la merde! Ferme-la, tu m'as ridiculisé plusieurs fois. J'étais respecté avant, j'étais le meilleur de ma promo. Mais maintenant tout le monde se fout de ma gueule. Moi, Suragi Morino, à cause d'un sale déchet comme toi. Remets-toi en question, t'as mérité tout ce qui t'est arrivé. Ta gueule, putain, ta gueule! T'es un traître, un putain de traître, que je vais m'empresser d'abattre pour restaurer ma réputation. Une nouvelle salve de tir manqua de peu l'Altaizen. Suragi était vraiment déterminé à en découdre, mais cela n'expliquait pas pourquoi Soran laissait les choses se dérouler ainsi. Kyosuke n'avait cependant pas le temps de se préoccuper de cette question, son adversaire nécessitait toute son attention. Si c'est un combat que tu veux, tu vas l'avoir. Ça sera pas un combat, petit pouce-caillou, ça va être un massacre. Un nouveau tir fusa, et cette fois-ci Kyosuke ne put pas l'éviter. L'impact ébranla sa machine et il cria à son input. Aïe, rapport d'avarie, vite! Dégâts superficiels. État des munitions! Le revolver à antimatière n'est pas approvisionné. Le fusil d'assaut est chargé et prêt à faire feu. Évidemment, Kyosuke ne s'était pas attendu à ce que le prototype de Benson soit chargé. Soran l'avait prévenu qu'il n'utiliserait pas de munitions réelles dans un premier temps, ce qui signifiait qu'il devait se contenter des armes conventionnelles. Au moins avait-il eu la chance de ne pas se retrouver avec des munitions non létales, comme lors du combat contre le mecha de la milice quelques jours auparavant. Mais était-ce vraiment une bonne chose? Suragi avait beau être un enfoiré de première, est-ce qu'il était vraiment prêt à utiliser des armes réelles contre lui? En vérité, il n'avait pas vraiment le choix. Ce n'était pas un entraînement. Dans la situation actuelle, c'était tuer ou être tué, comme le lui avait appris Soran. Kyosuke fronça les sourcils, tandis qu'il effectuait un volte-face en braquant son canon d'avant-bras vers Suragi. L'arme cracha ses projectiles, mais ceux-ci ne rencontrèrent pas leur cible, et son adversaire avait déjà pris un coup d'avance, s'étant décalé de l'arc de tir une seconde plus tôt. Il effectua une boucle serrée avant de fondre sur l'Altaizen comme un rapace. Kyosuke ne put pas esquiver, et la lame parcourut les terres de Suragi percuta de plein fouet l'avant-bras renforcé de son mecha-guard, levé juste au dernier moment pour parer l'attaque éclair. L'Altaizen se dégagea dans une poussée subite de ses réacteurs, imposant une distance de sécurité avec la machine adverse. Les deux mecha-guards étaient à présent à l'arrêt, flottant l'un en face de l'autre en vol stationnaire, en attendant une réaction adverse pour réagir. Ce fut Kyosuke qui brisa l'instant en levant son canon à nouveau, la rafale termina cependant encore une fois dans le vide, tandis que Suragi projeta son véhicule sur le côté, brandissant à son tour son long fusil vers Kyosuke. Le tir le toucha en pleine poitrine, et l'Altaizen fut projeté en arrière, percutant et traversant un vieil immeuble en contrebas avant de s'écraser au sol. La machine de Suragi se posta en hauteur, toisant Kyosuke dont le mecha était étendu au sol dans une posture peu avantageuse. Kyosuke pesta, se rendant compte de l'excès de confiance qu'il avait eu du fait de ses précédentes victoires contre son adversaire. Malgré son comportement et ses actes déplorables, Suragi restait un excellent guardian. Kyosuke avait été présomptueux de croire que seul Soran représentait une menace sérieuse. Le jeune homme jeta un regard à son enseignant. Ce dernier était toujours en retrait, observant le combat à bonne distance, mais toujours dans une position lui permettant d'intervenir immédiatement pour empêcher Kyosuke de s'enfuir. « Qu'est-ce que t'attends? Relève-toi! J'ai pas fini de te montrer la différence entre un véritable guardian et un vulgaire troufion. » Suragi pointa à nouveau son arme sur sa cible et ouvrit le feu, mais Kyosuke eut heureusement la présence d'esprit de rouler sur le côté au même instant, avant d'activer les propulseurs de sa machine pour se mettre à couvert. « C'est ça, rampe au milieu de tes copains les cailloux !» De nouveaux tirs fusèrent, percutant les bâtiments alentours tandis que l'Altaizen se déplaçait de couvert en couvert. La voix d'Aya retentit alors. Dans cette disposition, les probabilités de dommages collatéraux sur la population civile sont supérieures à 72%. Je suggère une stratégie impliquant une réduction de ce risque. Kyosuke grimaça à l'écoute de ce postulat. Il ne pouvait pas se mettre à découvert. Un nouvel impact à cette distance et il ne s'en relèverait pas. En même temps, il ne pouvait pas se permettre de mettre en danger la population non plus. À quoi pensait Suragi? Il devait bien se rendre compte de ce risque aussi. « Suragi, cesse le feu, il y a des civils dans la zone !»« La bonne affaire, comme ça en plus de ta tronche, je débarrasserai le monde de quelques anarchistes européens. »
Kyosuke n'eut pas le temps de répliquer, et Tsuragi leva son arme dans la direction de son couvert, prêt à ouvrir le feu malgré la présence de civils dans l'immeuble. Le tir ne toucha cependant jamais sa cible, car sans que le guardian eût l'occasion de le voir venir, la machine de Soran s'interposa. Le mecha avait filé à une vitesse inouïe, dès l'instant où l'enseignant eut compris ce que s'apprêtait à faire Tsuragi. La rafale de tir se perdit dans le ciel, tandis que l'engin de Soran bloquait son arme en l'air. Ce fut cet instant que choisit Kyosuke pour sortir de son couvert. Il poussa ses réacteurs au maximum et fonça dans la direction du duo. Soran eut les réflexes suffisants pour éviter l'impact d'un mouvement leste de sa machine, mais Tsuragi, perturbé par l'intervention de son professeur, n'eut pas le temps de réagir. Le canon renforcé du revolver à antimatière s'enfonça dans le thorax du Mecha-Guard, provoquant une puissante explosion interne et de nombreux courts-circuits dans les machineries complexes du véhicule de combat. Tsuragi pianotait comme un forcené sur ses commandes, vrillant violemment ses manettes de pilotage pour tenter de se dégager, mais son EPM avait été touché et l'énergie de son Mecha-Guard commençait déjà à baisser de manière critique. « Non, bouge, fous-tu tas de ferraille !» Mais c'était inutile, Kyosuke dégagea son poing du mecha adverse et celui-ci tomba en chute libre avant de percuter le sol avec fracas, au milieu des jurons de frustration de son pilote. Kyosuke voulut soupirer de soulagement suite à cette victoire, mais malheureusement il n'eut pas le temps de profiter de celle-ci. Avec une force et une vitesse impensables, la machine de Soran se lança à sa rencontre. L'apprenti guardian voulut se désengager, mais c'était peine perdue. Le Mecha-Guard de Soran était bien plus rapide, et les réflexes de combat de ce dernier bien trop aiguisés. Anticipant les manœuvres évasives de sa cible, Soran se plaça derrière l'Altaizen, et quand celui-ci se retourna pour s'opposer de front à son nouvel adversaire, la main de celui-ci fila, stoppant en net son avant-bras blindé dans une prise précise au niveau de ses servomoteurs. Malgré tout, Kyosuke parvint à brandir son canon d'assaut, espérant faire feu à bout portant, à défaut de pouvoir à nouveau utiliser son arme de corps à corps improvisée. Sans succès, encore une fois. Il stoppa instantanément son mouvement tandis qu'il constatait que Soran pointait déjà son arme à feu directement contre son cockpit. L'Altaizen était à présent dans une posture de soumission, à la merci de Soran. La voix de celui-ci résonna alors dans le casque de Kyosuke. « Impressionnant, je m'attendais pas à ce que tu utilises le RA001 de cette manière, mais a priori tu as un certain talent pour les offensives improvisées. Je suis pas encore assez talentueux, on dirait. » Soran ne répondit rien, laissant un silence tendu s'installer tandis qu'il semblait réfléchir à quelque chose. Kyosuke voulut intervenir pour briser ce silence, mais Soran ne lui en laissa pas l'occasion. « Pourquoi fais-tu tout ça ? Je vous l'ai déjà dit, c'est pour sauver Excellen. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Si tu continues sur cette voie, tu perdras la chance d'obtenir une licence, et ton père n'aura jamais ses soins. Je trouverai une solution. Je sais que tu crois vraiment à ce que tu viens de dire. C'est problématique. » Et qu'est-ce qui est problématique ? Soran garda le silence à nouveau, laissant Kyosuke seul pour gérer sa frustration et sa colère. Le regard de Soran se posa quelques instants sur la carcasse immobile de Tsuragi. L'impact avait directement frappé le PM avec une précision chirurgicale. L'avait-il fait volontairement ? Ou bien était-ce un coup de chance ? Avait-il pu le faire de manière inconsciente ? Il vit alors un petit message en provenance de la base affiché sur l'un de ses écrans, puis il reprit la parole. Il semblerait que l'aspirant Kato ait disparu, avec un prisonnier et les enfants qui étaient sous notre protection. J'imagine que tu as un rapport avec ça ? Kyosuke serra les dents mais ne répondit rien, incapable de savoir comment réagir au comportement insondable de Soran. Celui-ci continua. Tu crois vraiment pouvoir retrouver la Major Grey et t'opposer à un dynaste ? Kyosuke hésita un instant, puis affirma d'un ton déterminé. Bien sûr que je le crois. C'est vraiment problématique. Il y eut un nouveau silence radio et les nerfs de Kyosuke commencèrent à atteindre leurs limites, sentiment accentué par le stress causé par son ignorance de la situation d'Izumi et des autres. Soudain, la machine de Soran relâcha sa prise sur l'Altaizen dans une expression d'incompréhension de la part de Kyosuke qui resta sous le coup de la surprise l'espace de quelques secondes. Soran s'éloigna légèrement de Kyosuke sans que celui-ci n'esquissât le moindre mouvement, puis dans un geste vif, le canon de l'enseignant se pointa dans sa direction et il ouvrit le feu. Un seul tir, qui frappa l'Altaizen sans qu'il ne puisse opposer la moindre résistance. Une explosion unique, et la stupéfaction d'un Kyosuke incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Il ferma les yeux, prêt à se faire abattre, mais il n'y eut pas d'autre tir. Le canon de Soran était toujours pointé vers lui, fumant, et Kyosuke, toujours interloqué, essayait tant bien que mal de saisir les tenants et les aboutissants de la situation. Son enseignant intervint. Ce serait problématique que l'on puisse te retrouver aussi facilement. Kyosuke secoua la tête d'incompréhension, puis son esprit s'illumina en constatant le rapport de dégâts sur son écran de contrôle.
Son transpondeur d'identification venait d'être détruit. Mais qu'est-ce que vous... Soudain, Soran pointa son canon contre sa propre épaule et ouvrit le feu dans un fracas assourdissant, détruisant une bonne part de son bras gauche dans la manœuvre. Il est fort dommage que la cible soit parvenue à s'enfuir à bord de ce prototype. Malgré les efforts combinés d'un Guardian et d'un aspirant, nous ne sommes pas parvenus à interpeller la cible. Kyosuke observera avec incrédulité son adversaire, avant de pousser doucement les réacteurs de sa machine en avant, croisant Soran sans que celui-ci ne fasse le moindre geste à son encontre. Sa radio s'activa alors une dernière fois. « Tu as un plan ?»« Oui, mais je dois encore peaufiner les détails. » Tu ne vas pas t'asseoir et te calmer ? Et comment je pourrais ? On n'a pas une seconde à perdre, il faut qu'on parte à la recherche d'Excel. Et tu sais où chercher ? C'est que... Alors calme-toi. On a déjà de la chance que Mathias soit en mesure de nous fournir une base d'opération pour nous organiser. Laisse-lui le temps de... Izumi ne termina pas sa phrase, interrompue par la lumière qui s'alluma et le bruit de quelques ampoules qui éclatèrent dans le vieil avant-poste délabré. Il ne fallut que quelques minutes pour voir enfin la silhouette de l'Epsilon arriver dans la pièce où discutaient Kyosuke et Izumi. J'ai fini de brancher le secteur de l'EPM sur ton mecha. Tout ne fonctionne pas, mais il devrait y avoir assez de courant pour alimenter les outils de première nécessité. Et il s'approcha d'un vieux poste informatique qu'il dépoussiéra grossièrement d'un passage rapide de la main. Une petite lumière de veille apparut et Mathias ne put réprimer un sourire de satisfaction. Il se tourna alors vers les deux Guardians en cavale, avant de s'asseoir sur une chaise en piteux état. On a quitté cet avant-poste il y a des années, à cause de la milice. Le PEM d'alimentation a été détruit et vu le prix de ces machins, on n'a pas pu le remplacer. Et on a préféré décamper et chercher un nouveau QG. Et vous êtes quoi, au juste ? Mathias fixa son interlocutrice dans les yeux avec un petit sourire en coin, puis se détourna en se balançant légèrement sur sa chaise, les mains derrière la tête. La plupart des Epsilon sont soumis aux dynastes, c'est partout pareil. En Europe, les gouverneurs locaux ont les pleins pouvoirs, et si tu sors du moule, eh bien, comme on dit, le clou qui dépasse appelle le marteau. Le jeune homme ricana, puis continua quand Izumi voulut réitérer sa question avec un air plus insistant. On est les clous d'une certaine manière. On n'a pas de nom, et on n'a pas vraiment le temps de se préoccuper de ce genre de détails. Comme en plus on a de nombreuses cellules quasi indépendantes dans tout le district, ce serait de toute façon pas pertinent de nous mettre tous dans le même panier. Tu veux pas être plus clair ? Vous êtes quoi ? Des anarchistes ? Tiens, typique d'un zéro. Appelle-nous comme tu veux, tout ce qu'il y a à savoir c'est qu'on lutte contre les abus des dynastes. Vu que la Fédération préfère fermer les yeux sur ce qui se passe dans le district Epsilon, faut bien qu'on se démerde sans eux. C'est injuste de dire ça, je suis sûr que si la Fédération était au courant, elle ferait quelque chose. Mais c'est que t'es un toutou bien loyal, dis donc. Izumi serra le poing et se leva brusquement, retenu par Kyosuke qui fronçait les sourcils en direction de l'Epsilon, tout en maintenant sa camarade par l'épaule. Mathias ricana encore. Je devrais peut-être me montrer un peu plus diplomate, après tout on est dans la même galère, et James m'a dit de coopérer. Que sais-tu de Jaeger ? Pas grand-chose en dehors des classiques. C'est un tyran qui s'accapare le peu de ressources que la métropole parvient à produire. Mais contrairement aux autres dynastes, ce connard ne se contente pas d'être un simple politicien véreux. Le jeune homme marqua une pause, appuyant sur un bouton afin d'allumer le vieil ordinateur en face de lui. Celui-ci imita un certain temps avant de s'allumer, puis Izumi réagit avec un ton paniqué. « Attends, les ordis sont tous reliés à l'extranet. Si tu l'utilises, on risque de se faire repérer. » Mathias répondit sans même se tourner vers son interlocutrice, concentré à faire quelques recherches sur un navigateur obsolète, semblant dater d'une autre époque. « T'inquiète pas, on utilise un vieux réseau d'avant les guerres de l'énergie, nos serveurs sont totalement isolés de l'extranet. » Il s'interrompit et tourna son écran vers le duo hagard. Kyosuke plissa les yeux et observa ce que Mathias leur présentait avant de demander. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Un emblème ? » Ce sont les armoiries de l'évêque de Strasbourg. Un évêque ? J'ai déjà entendu ce mot avant. Qu'est-ce que c'est ? C'est un titre religieux, un vestige d'une autre époque. Officieux, bien sûr, officiellement Jaeger est juste un dynaste. La plupart des gens ne savent même pas ce que représente ce titre, mais le concept de religion qu'il entretient est suffisamment attractif pour séduire les pauvres et les miséreux du district. C'est bien plus facile de maintenir une population sous contrôle quand elle est persuadée d'expier ses péchés, en attendant une vie meilleure après la mort. Je ne comprends pas. Y a rien à comprendre, Jaeger s'est juste autoproclamé chef d'un vieux culte d'avant l'unification, et il est parvenu à restaurer celui-ci pour renforcer son autorité. Le pire, c'est que ça marche bien, surtout chez les vieux. Kyosuke et Izumi s'observèrent sans rien dire, sidérés par ce qu'ils venaient d'entendre. Ils savaient vaguement ce qu'était une religion, mais la Fédération interdisait toute forme de dogme organisé, bien qu'elle autorisât la croyance dans la sphère du privé. Ce que Jaeger faisait ici entrait clairement sous la juridiction du Bureau de répression des sectes.
Si ce que tu dis est vrai, alors c'est facile de faire tomber Jaeger. Il suffit de contacter la Fédération. Tu crois que c'est si simple? Seuls les préators peuvent destituer un gouverneur. Alors dans les autres districts je dis pas, hein, mais ici tant que la population se tient tranquille et que les dynastes payent leurs impôts, les magistrats en auront rien à foutre de leur magouille. Il n'y a que 2 possibilités pour attirer leur attention, faire en sorte que les agissements du dynaste les dérangent directement, ou alors convaincre le consul Epsilon de proposer une motion d'éviction au conseil. Mais pour ça, faut encore trouver une raison justifiant son intervention, garder en tête que Jaeger n'est qu'un parmi des milliers de crapules. Si ces crimes restent dans la moyenne tolérable, ils laisseront courir. J'ai un peu de mal à y croire. C'est pour ça que James veut révéler les agissements de Jaeger au public. Il espère qu'une indignation sur les réseaux sociaux fera réagir le CSC et mettra la pression aux préators qui voudront éviter un scandale. T'as tout compris. Le problème c'est de trouver quelque chose d'assez scandaleux pour réveiller les foules. Un truc qui fasse le buzz, sur lequel on pourra greffer tous les petits trucs qu'on sait déjà. Ça fera boule de neige, les médias se feront une joie à mettre en avant le moindre élément négatif pour accentuer le scandale et alimenter leur audimat. Et bingo, les préators n'auront d'autre choix que de remplacer Jaeger. Mais ça changerait quoi? Tu as dit toi-même que tous les dynastes étaient véreux. Si Jaeger tombe, la métropole de Strasbourg sera sous l'effet des projecteurs pendant un moment. Je pense que ça devrait inciter le remplaçant à se tenir à carreau. C'est vrai, mais il y a un autre truc que Jaeger fait et que les autres ne font pas. Un truc qui justifie qu'on le fasse tomber, quitte à se taper une autre ordure derrière. Kyosuke croisa les bras en fixant Mathias, intrigué. Le regard de l'Epsilon s'était tout un coup rempli d'une rage sourde, et le Guardian entendait presque les dents du jeune homme grincer dans sa bouche. Ni lui ni Izumi n'intervinrent, laissant à Mathias l'initiative de révéler le fin mot de l'histoire. La collecte. Izumi afficha un visage interrogatif à l'instar de Kyosuke, et Mathias ne put réprimer une grimace de dégoût et d'amertume. Régulièrement, environ une fois par an ou tous les 2 ans, la milice fait le tour des maisons avec du matos d'analyse. Ils testent les jeunes enfants, on ne sait pas trop pourquoi, et de temps en temps, quand un gamin semble les intéresser, ils forcent les parents à signer un document de passation de garde, puis ils embarquent les gamins pour les emmener soi-disant dans une école spécialisée. Quel genre d'école? Je vous ai déjà entendu parler de ça. Ça, on n'en sait rien. En vérité, les gamins qui se retrouvent dans cette école disparaissent purement et simplement. Ma grande sœur était prise quand j'étais tout petit, et on l'a jamais revue. Ça s'est passé il y a plus de 15 ans. Mais les gamins que vous essayez de cacher, ils viennent de cette école, non? Comment vous avez fait? Un coup de chance, d'une certaine manière. Il y a environ 2 mois, notre groupe a réussi à installer une puce de localisation sur un des camions de la milice, et par chance, on a pu les suivre un certain temps avant que l'émetteur ne soit repéré et détruit. Mais ça nous a au moins permis de concentrer notre attention sur une zone de la ville en particulier. Enfin, dans la mesure du possible. Le secteur est une propriété privée surveillée par la milice, et dont l'accès est strictement interdit au personnel non autorisé. On n'avait pas vraiment les moyens de pénétrer à l'intérieur. Et du coup, comment avez-vous récupéré les gosses? C'est là qu'intervient le coup de chance. On a posté pas mal d'éclaireurs aux alentours pour essayer de trouver un moyen de rentrer dans la zone, sans réel succès. Par contre, la surveillance nous a permis de remarquer quelques convois suspects entre la quarantaine et l'extérieur. Et vous avez attaqué l'un d'eux? Oui, c'est James qui a tout organisé. On s'est préparé pendant des semaines. On a pris d'assaut l'un des convois, on savait pas vraiment sur quoi on allait tomber, et... c'est là que vous avez trouvé les gamins. C'est ça, on a fait ce qu'on a pu pour s'enfuir avec eux, et le plan a plutôt bien fonctionné. On a réussi à semer la milice, et on a ramené les enfants à notre QG. Puis, une semaine plus tard, tu t'es posé avec ton mecha pas loin. On a balisé au départ, mais James a vite compris que t'avais rien à voir avec la milice, et il a décidé qu'avoir un mecha guard dans notre arsenal, ça serait une bonne chose. C'est pour ça que vous m'avez kidnappé? C'était juste l'Altaizen qui vous intéressait? Tu croyais quoi? Dès le départ, James ne s'intéressait qu'à ta machine, mais ça s'est retourné contre nous. Ton arrivée dans le coin n'était pas vraiment discrète, et elle est rapidement parvenue aux oreilles de la milice. Du coup, quand on a déployé les camions pour embarquer le mecha, on a été suivis, et tu connais la suite. Ça veut dire que c'est de ma faute si tout ça est arrivé. Mathias pouffa de rire suite à l'assombrissement du regard de Kyosuke, en proie à une culpabilité croissante. Pas vraiment, c'est surtout nous qui avons manqué de prudence. Oui, mais si je n'étais pas sorti pour explorer le coin, rien de tout ça ne serait arrivé. L'Epsilon haussa les épaules, dans un air affirmant clairement son désintérêt pour le passé et ce qu'on ne pouvait plus changer. Izumi intervint alors. Tout ça nous avance pas beaucoup sur le sort de la Major Grey. Tu sais quelque chose qui pourrait nous aiguiller sur une piste? Pas vraiment. En vérité, on ne sait même pas ce qu'ils font dans cette soi-disant école. Alors de là à savoir ce que Jaeger pourrait vouloir à une guardiane de la Fédération, c'est un peu au-delà de mes capacités. Quand j'ai parlé avec lui, il avait l'air de la connaître. Excel est une Epsilon à l'origine, et il sous-entendait qu'il était heureux qu'elle revienne dans le district, qu'elle était un peu la fierté de la région. Mathias haussa à nouveau des épaules sans rien dire, et Izumi commença à pester à l'encontre de Kyosuke. En gros, on est bien avancé, on risque la cour martiale, et tout ça pour de vagues informations sur un réseau d'enlèvement de gamins et des sous-entendus flous au sujet de la Major Grey. Quand on finira dans un centre carcéral à Bornéo, rappelle-moi de te remercier pour tout ça. Bah tu sais, si ça se trouve on sera juste condamné à mort, ça me permettra au moins d'éviter les camps de travaux forcés.
Izumi voulut s'énerver face à la désinvolture de Kyosuke, mais elle se retint, se rappelant qu'elle avait elle-même insisté pour lui venir en aide, et qu'au final elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Elle se massa le coin des yeux un instant avant de rétorquer. Bon, le mieux c'est encore de pas se faire choper, et de faire ce qu'a dit James. Si on trouve ce que manigance Yeager et que c'est suffisant pour le faire chuter, ça nous réhabilitera, j'espère. Et avec un peu de chance, on trouvera la Major Grey au détour d'une étape de cette mission impossible. Ouais, mais la vraie question c'est comment découvrir ce qui se trame derrière cette fameuse école. Soudain, la vieille porte en bois de la salle grinça, laissant apparaître la silhouette frêle d'Elisabeth, qui, sans vraiment dépasser le seuil de la porte, bégaya quelques mots. Je peux vous dire, pour l'école. Le trio observait Lise, pétrifiée dans l'embrasure de la porte et se cachant à moitié derrière celle-ci. Elle bégayait, comme si le simple fait de parler était une honte en soi. Ce fut Mathias qui brisa le silence gêné qui suivit juste après l'intervention de l'adolescente. « Tu sais donc parler ? Ne reste pas là, entre, on t'écoute. » Kyosuke alterna son regard entre Mathias et Elisabeth, puis il continua. « Prends ton temps, on n'est pas pressé. Tu veux pas t'asseoir ?» La jeune fille hocha lentement de la tête avant d'entrer timidement dans la salle. Elle s'assit alors sur une chaise, pressant ses mains sur ses genoux et regardant le sol dans une posture embarrassée. Après un moment de silence supplémentaire, le son de sa voix fluette emplit à nouveau la pièce. Je sais ce qu'ils font dans l'école. Ce n'est pas... Elle s'interrompit, et Kyosuke remarqua qu'elle ravalait ses larmes. La jeune fille faisait clairement un gros effort en parlant de cela avec eux. Il se pencha en avant avec un air qu'il voulut rassurant. « Ne t'inquiète pas, tu peux en parler, t'es en sécurité ici. Alors, que se passe-t-il là-bas ?» J'ai un peu de mal à l'expliquer. On était dans un dortoir avec plein d'autres enfants. On n'avait pas le droit de parler sans autorisation. Et si l'un de nous se faisait trop remarquer, c'est tout le dortoir qui était puni. On nous nourrissait et on nous lavait, mais on n'avait pas le droit de sortir du dortoir ni de se plaindre. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous enfermaient ? Elisabeth secoua la tête sans répondre, ne sachant pas vraiment la raison de cette séquestration. Elle continua, un peu plus à l'aise dans sa diction. Plusieurs fois par semaine, un homme en blouse venait et emportait plusieurs enfants. Il nous faisait faire des exercices dans une machine, et il branchait des appareils sur nous. Quel genre d'exercice ? Ça dépendait de la semaine. Des fois, c'était juste des exercices physiques. Parfois, il testait nos réflexes. D'autres fois, il notait notre résistance à la douleur. Kyosuke et ses deux camarades s'observèrent sans rien dire. Izumi semblait sous le choc, et Mathias fronçait les sourcils dans une mine de colère contenue. Kyosuke demanda alors. « Mais est-ce qu'ils vous ont dit le but de tout ça ?» Lise secoua la tête encore une fois, sans quitter le sol du regard. Les larmes continuaient de perler dans ses yeux, tandis qu'elle se remémorait sa terrible expérience. Parfois, après une session de test, plusieurs enfants étaient sélectionnés et ils partaient en camion. On les revoyait jamais. Mathias réagit alors, tapant du plat de la main sur son genou. « Alors c'est pour ça qu'on vous a trouvé dans le camion. Ils étaient en train de vous transférer ailleurs. » L'adolescente acquiesça en silence. Elle semblait à bout de force après ces révélations, comme si elle était sur le point de s'écrouler. Kyosuke posa sa main sur la sienne en la rassurant, et le visage d'Elisabeth vira instantanément vers le pourpre suite à ce contact. « Ne t'inquiète pas, Lise, c'est fini maintenant. On va faire en sorte que tout ça n'arrive plus jamais à personne, je te le promets. » Izumi eut un renaclement de surprise et répondit sur un ton un peu plus pragmatique. « Non pas que je sois pas touché par cette histoire, mais pour le moment on n'est pas encore à faire des promesses. On n'en sait pas beaucoup plus. » Izumi constata alors que Lise s'était tendue suite à cette remarque, puis elle soupira et continua. « Mais au moins on sait dans quelle direction chercher. Merci Elisabeth. »« Lise. » La jeune femme leva un sourcil interloqué, puis sa jeune interlocutrice continua. Je préfère Lise. » Izumi hocha de la tête avec un sourire, puis Mathias intervint, croisant les bras et fixant le groupe devant lui. « Bon, je propose que vous alliez vous coucher. Demain, ça va être une grosse journée. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver dans notre base de données au sujet de la zone interdite. Allez, à demain. » Tout le monde approuva la proposition, et les deux gardiennes se levèrent en direction de leurs chambres respectives. Kyosuke nota cependant que Lise agrippa fermement sa manche avec sa petite main tout le long du chemin dans les couloirs poussiéreux.
Ce que ne manqua pas de remarquer Izumi. Kyosuke parla, passablement mal à l'aise. « Tu as peur de retourner dans ta chambre toute seule? Tu veux que j'aille chercher Mathias ?» Lee secoua la tête en silence, renforçant sa prise sur la manche du jeune homme un peu décontenancé. Il n'était pas habitué à un tel comportement à son encontre, en tout cas en dehors de sa petite sœur. Ils finirent enfin par arriver devant la chambre d'Elisabeth. « Bon, on dirait qu'on est arrivé. Ne t'inquiète pas, on se reverra demain. » L'adolescente acquiesça, un peu à contre-cœur, puis soudain Kyosuke posa sa main sur sa tête et ébouriffa un peu les cheveux de la jeune fille. « Au fait, tant que j'y pense, j'ai jamais eu l'occasion de te remercier. » Lise leva son regard vers lui, affichant une mine interrogative. « Pour le pain, quand j'étais prisonnier. Merci, Lise, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Et merci pour tout ce que tu nous as raconté. En fait, maintenant que j'y pense, c'est peut-être bien toi la véritable sauveuse dans l'histoire. » Kyosuke lui offrit un large sourire, et le visage de Lise rayonna suite à ses louanges. Elle hocha de la tête de manière volontaire et lui rendit timidement son sourire avant d'entrer dans sa chambre en vitesse. Izumi et Kyosuke restèrent un instant sur le pas de la porte sans rien dire, puis Izumi soupira quelques mots à voix basse. « T'es vraiment un bourreau des cœurs. »« Qu'est-ce que t'as dit ?»« Rien, allons-y. » Les deux camarades marchèrent quelques minutes en silence dans les couloirs sombres, puis ils s'arrêtèrent devant la chambre d'Izumi. Elle s'apprêta à ouvrir la porte quand Kyosuke l'interrompit. « Izumi, je voulais te dire merci à toi aussi. » Elle se retourna vers lui un peu décontenancée avec une expression neutre, ne sachant pas réellement quoi répondre. Elle ouvrit finalement la bouche. « Tu me remercieras quand cette histoire sera terminée. »« Non, pas seulement pour ça. Ce que je veux dire, c'est... Merci pour tout. On se connaît pas depuis très longtemps au final, mais malgré tout tu me soutiens toujours. Je peux toujours compter sur toi, quelle que soit la situation. »« C'est toi qui as commencé, je te rappelle, idiot de chevalier. » »« C'est vrai, en un sens je devrais peut-être remercier Suragi aussi. » Izumi et Kyosuke pouffèrent un peu de rire, puis les deux se fixèrent un instant dans les yeux, avant de soudainement rougir et de détourner le regard d'un mouvement synchrone. Izumi bégaya alors. « Je crois que je vais aller me coucher. » Moi aussi. Kyosuke tourna les talons et s'éloigna d'un pas rigide dans le couloir, sous le regard d'Izumi. Celle-ci resta un moment à observer l'obscurité, avant de soupirer et de murmurer. « Idiot de chevalier. »愛しき人守るために遥か彼方へと